Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 10 du podcast Le type 1, on en parle. Il y a quelques mois, j'ai été surprise et pour tout vous dire très touchée de recevoir un email sobrement intitulé « Merci ». Cet email venait de Mathilde, la maman de Raphaël, 9 ans, qui venait d'être diagnostiquée DT1. Elle m'explique alors que de son côté, elle est encore en phase de deuil et que c'est assez difficile. Elle me dit que c'est aussi difficile pour Raphaël, bien sûr, mais qu'il relève le défi tout en vivant sa vie d'enfant d'une façon assez épatante et qu'il aimerait venir partager son vécu dans le podcast. Ni une ni deux, on se rencontre et quelques mois plus tard, on dirait bien que le vœu de Raphaël a pu être exaucé. Mathilde, Raphaël, merci encore 1000 fois pour ce témoignage. J'en profite également pour vous remercier, vous, chers auditeurs, d'être toujours plus nombreux à nous écouter. La barre des 1000 écoutes a été dépassée il y a quelques semaines. Et même si autoproduire un podcast, c'est beaucoup de boulot, quand je vois vos retours, je me dis que le jeu en vaut la chandelle. Maintenant que vous savez tout, je vous laisse découvrir le témoignage de Raphaël et Mathilde. Bonjour Mathilde, bonjour Raphaël. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Je suis ravie qu'on soit tous les trois aujourd'hui pour pouvoir parler de diabète de type 1 et puis Raphaël en l'occurrence du tien qui a fait son entrée dans ta vie il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu veux commencer par nous raconter un petit peu comment tout ça s'est passé pour toi, comment tout ça est arrivé dans ta vie? Bien. Commence par quand déjà? Ça s'est passé le lundi 13 mars. 14 mars. 14 mars, le lundi 14 mars. Le matin, j'ai la nuit précédente, je m'étais levée plus que d'habitude parce que le week-end qui venait de se passer, il y avait eu 2 anniversaires de suite. Et du coup, il y avait bonbons, coca, bref, la totale, gâteau, voilà. Et le soir, maman, elle avait vu que j'avais 2 fois plus maigri. Et du coup, ça lui a mis encore sur la piste, ça l'a encore plus mise sur la piste. Et le lendemain matin, on m'a dit on va chez le pédiatre pour voir un peu ce que t'as. Parce que c'est bizarre que tu maigrisses, que tu te lèves la nuit. Et donc du coup, on y est allé et il m'a examiné. Donc sur le trajet, je me suis endormie. Voilà, donc chez le pédiatre, il m'a examiné. Après, je suis descendue faire les prises de sang. Et on est rentré à la maison. Et 10 minutes plus tard, on avait les résultats. Et il a dit venez en urgence à l'hôpital parce que c'est bien un diabète de type 1. Et du coup, à partir de là, ça a commencé. Et à l'hôpital, j'étais pas vraiment là. Donc je savais pas ce qu'on me faisait, je savais pas où j'étais. Et je savais pas pourquoi j'étais là. Le premier jour en tout cas. Le premier jour, voilà. Et je précise juste parce qu'il a dit 14 mars, mais de cette année, donc ça fait 8 mois à peu près quoi. Ouais, 14 mars du coup 2022. 2022, voilà. Ouais. Et alors, du coup, Raphaël, tu parles du fait que tu avais maigri, tu disais 2 fois plus, que il y a eu de nouveau des analyses, etc. Est-ce que il y avait du coup des doutes au départ et puis ensuite ça s'est confirmé ou c'est arrivé plutôt d'un coup pour toi? Non, moi j'avais des doutes. Je savais très bien que à mon avis, j'étais presque sûre que c'était ça. Donc depuis au moins une semaine. Voilà, depuis au moins 1 ou 2 semaines. Et je me souviens, et tout le monde se souvient, toute la famille. Papa et maman étaient là, et Roxane aussi. Et puis je venais de me lever 3 ou 4 fois pour aller aux toilettes et pour boire. Et là j'ai dit à maman, j'espère que j'ai pas le diabète parce que Mimi, ma copine, elle a le diabète aussi. Et je lui en ai parlé un tout petit peu, juste pour savoir, voilà, pour être sûre. Et elle m'avait dit, oui, on se lève un peu. C'est ce que mes parents m'ont dit en tout cas. Et voilà, et du coup, j'ai retenu ça. Et un matin, j'ai dit, j'espère que j'ai pas le diabète parce que je me suis levée 3 ou 4 fois. Avec ton cousin aussi, quelques années plus tôt, qui t'avait mis là. Ah oui, ouais.
Parce que maman avait dit à mon cousin, j'espère que... Non, Enfin, ça peut pas être ça. quelques années avant, en fait, on en avait parlé avec son cousin et il avait retenu les signes. Et il dit que cette conversation avait été marquée dans sa tête, que c'était au moins 3-4 ans avant, il avait entendu cette histoire de boire, de beaucoup faire pipi, etc. Et alors qu'il était tout petit, puisqu'il devait avoir autour de 5 ans, et il dit que ça, c'est resté gravé dans sa tête et que c'est pour ça qu'il a demandé à sa copine Mimi, en gros, là, je fais pipi. Enfin, tout ça prenait sens dans sa tête. Voilà. Il comprenait ses symptômes avant même que nous, on y pense, en fait. D'accord. Et du coup, c'était dans le mille, alors c'était juste. Voilà. Toi, Mathilde, de ton côté, comment t'as vu ça du coup de l'extérieur? Alors moi, bizarrement aussi, quand Raphaël était tout petit, un jour, je suis allée à la pharmacie avec lui et il y avait une maman qui venait chercher un traitement pour le diabète de type 1 de son petit garçon qui était tout petit. Et j'avais demandé à la pharmacienne, par curiosité, en disant mais comment on s'aperçoit qu'un si petit enfant est diabétique? Et elle m'avait elle-même répondu à l'époque, donc 8 ans avant, ils boivent beaucoup. Et donc j'avais cette idée quand même dans la tête. Et je dirais que ça s'est fait sur à peu près un mois où il s'est levé d'abord une première fois en ayant fait 2 gouttes de pipi et il avait jamais fait pipi au lit, même pas après avoir enlevé la couche, donc c'est vrai que c'était bizarre. Et sur 3 semaines, 3 ou 4 semaines, ça s'est intensifié. Il se levait la nuit, il buvait, et puis au départ, c'est marrant parce qu'on n'y croit pas trop. Moi, je lui disais, bon, c'est bon, arrête avec cette histoire d'eau. J'ai même dit ça, quoi. Arrête d'en rajouter, c'est bon, tu en rajoutes. En fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand lui a dit ça, a dit j'espère que je suis pas diabétique, et où j'ai eu la bonne idée de lui répondre si c'est le cas, on fera face, mais on va attendre de voir comment les choses évoluent. De pas dire mais non, bien sûr, c'est pas ça, parce que je pense que ça aurait été pas bon pour lui. Et puis, ce fameux week-end où il y a eu l'anniversaire, effectivement, il s'est déshabillé pour se doucher. Et là, j'ai vu un enfant squelettique, quoi. Vraiment squelettique. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais pas pris conscience à ce point-là avant, quoi. Donc, c'était un samedi soir et j'ai envoyé un mail au pédiatre qui m'a répondu. Franchement, je le salue. Si un jour il écoute ce podcast, je lui dis merci parce que le dimanche après-midi à 13h, il me répondait c'est une urgence vitale, venez à mon cabinet demain matin. Et on y est allé et il a été super parce qu'effectivement, on en reparlera peut-être après, mais il y a des diagnostics qui sont posés sur des périodes de temps bien plus longues et qui conduisent les enfants à l'hôpital dans un état bien pire que celui qui était celui de Raphaël le jour où il est arrivé. Moi, j'arrivais à marcher, j'arrivais à parler, en fait, tourner. Raphaël était en pleine forme. Si on le regardait vivre, il continuait de vivre et en fait, il a forcé. Voilà. Il a forcé pendant cette dernière semaine. Et quand on l'a mis dans la voiture pour aller chez le pédiatre, il s'est endormi et à partir de là, il a lâché en fait. Comme s'il nous avait refilé le bébé et il s'est juste endormi, mais on n'a pas eu ni de réanimation, ni de soins intensifs, il a été réhydraté, mis sous insuline et puis à partir de là, c'était parti. Mais on a eu beaucoup de chance, quoi. Beaucoup de chance dans le diagnostic. Oui, de la chance dans le malheur de la situation, finalement, ça aurait pu être pire, quoi. Exactement. Et du coup, Raphaël a dit que ce premier jour à l'hôpital, il était pas trop là. Je crois qu'en fait, c'était vraiment ça, quoi. Il a lâché. Comme s'il avait arrêté de se battre, de lutter, quoi. Ça y est, il était enfin pris en charge. Oui, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on sait qu'on va s'occuper de nous, qu'on ne se sent pas tout à fait normal, mais qu'au moins ça devrait se résoudre et on laisse les personnes qui savent comment s'occuper de nous le faire, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, en fait, quand on a préparé cet épisode, on avait des pistes sur lesquelles il fallait qu'on réfléchisse et il y avait le thème de l'hospitalisation. Et Raphaël a dit, donc il a parlé de ce premier jour et après, il a dit, je te laisse peut-être revenir, je ne sais pas si on peut aborder cette période d'hospitalisation maintenant. Oui, bien sûr. Ouais. Alors en gros, donc je te laisse regarder ce que tu avais dit. Lui, il dit le début du deuxième jour, j'étais encore dans la phase du déni. Je me suis dit pourquoi je suis là, comment je suis là.
Et après, l'après-midi, on a fait des cours avec la diabétologue. Et le 3e jour, c'était le paradis. Les repas, ils étaient super bons. Je passais mes journées à faire de l'origami parce que j'adore l'origami. Et le soir, je regardais des films avec papa et maman et voilà. Ça faisait comme un peu comme si il était malade, mais que c'était pas trop le sujet. C'était assez particulier. Ça faisait vraiment déni. Ouais. Quand il dit déni, c'est assez vrai. Il y avait, c'était une bulle, quoi. On s'occupait beaucoup de lui. Il y avait des moments durs. La pose du capteur, il était fatigué, mais comme s'il y avait une sorte de bulle, voilà. Il parle de la fin de cette phase de déni au retour à la maison où là, la tristesse a pris le dessus beaucoup. Ouais. Ok. Oui, donc au début, ça a été finalement un peu dur pour toi, mais ça a été assez court finalement, en fait, c'est ça? Ou alors tu dirais que il y a eu comme un petit soleil au milieu du nuage, mais le nuage est quand même resté plus longtemps? Comment tu décrirais ça? Oui, il y a eu un moment de soleil et en rentrant à la maison, le nuage il est revenu 2 fois plus fort. Et là, Et alors justement, qu'est-ce qui faisait qu'à la maison, d'un coup, ça devenait plus difficile en fait qu'à l'hôpital? Qu'est-ce qui faisait que c'était si différent? en fait, il y avait les repas d'abord. La principale cause, c'était les repas. Parce qu'avant, on savait pas que que je réagissais très fort à l'insuline. Donc, je faisais ma dose et je mangeais ce que je devais manger. C'était pas ah bah tiens, je vais compléter par quelque chose. Non, c'est je fais mon insuline, je mange ce que je dois manger. Et on était très strict et très stressé avec ça. Et ça a fini par causer des ennuis. Je me souviens un repas où je m'étais écœurée à 2 doigts de vomir, stressée. J'avais dû aller faire un tour dehors pour me calmer, me déstresser, et voilà. Parce que j'avais surchauffé, c'est comme si j'avais surchauffé. Je m'étais complètement écœurée en ayant tout mangé. Et puis parce qu'en fait, on était sur les doses de l'hôpital et on était au gramme près. Et en fait, quand il est rentré à la maison, tout s'est décalé, les doses ont drastiquement réduit. Vraiment, c'était des toutes petites doses. Donc plus rien ne correspondait, il était sans arrêt en hypo, tout le temps, des très grosses hypos. On a eu une période de 2-3 semaines où on n'avait pas du tout d'insuline pour chaque repas. Même pas 0,5. Rien. En fait, pendant que tu étais à l'hôpital, tu devais te faire beaucoup plus d'insuline et tu faisais pas pour autant plus d'hypo, mais du coup, à la maison, c'était tout l'inverse alors, c'est ça? Mm. Et alors, qu'est-ce qui était différent? Est-ce que tu bougeais plus peut-être quand tu étais à la maison? Est-ce que tu mangeais moins de glucides? Tu sais? Oui, à la maison, je mangeais moins de glucides et je bougeais plus parce que après, j'ai repris le tennis, j'ai repris l'équitation, j'ai repris l'école, la moto, le vélo, enfin bref, toutes mes activités quoi. Et du coup, ça a fait réagir tout le corps et du coup, on a vraiment baissé d'un coup les doses. Et alors, est-ce que les doses, vous les avez baissées proportionnellement aux glucides que vous mangiez en moins? Est-ce qu'à l'hôpital aussi, vous avez appris finalement à ajuster les doses à ce que vous alliez manger, mais quand même ça ne fonctionnait pas? Ou alors, comment ça s'est passé? Je peux répondre. On a effectivement eu la chance d'avoir 10 jours de formation à l'insulinothérapie fonctionnelle, Mhm. ce qui n'est pas le cas de tous les enfants qui sont diagnostiqués en France, puisqu'il y a des hôpitaux dans lesquels ils peuvent attendre jusqu'à 1 an ou 2. Donc nous, on a été très vite éduqués à ça, avec des nutritionnistes, des infirmières absolument géniales, des diabétologues, des fiches en couleur, des schémas, enfin voilà, il a été très vite formé à l'insulinothérapie fonctionnelle. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'hôpital, il avait, par exemple, je te dis une bêtise, mais je pense que j'étais pas loin. On devait être à 6 ou 7 unités C'était ça. voilà, pour 70 grammes de glucides à peu près. Quand on est rentré à la maison, il n'avait plus que 40 grammes de glucides en moyenne par repas parce que nous, il n'y avait pas de chocolat, il n'y avait pas de compote, il n'y avait pas de choses comme ça à la fin du repas.
Mais quand bien même, c'était pas proportionnel. En fait, c'est comme si son corps, c'est comme si son pancréas avait repris. Donc, au départ, on nous a dit c'est une lune de miel, sauf que c'était une lune de miel Énorme. énorme. Voilà, Énormissime. on est passé de cette unité à 1 ou 0,5 et encore aujourd'hui, 8 mois Et après. justement, après, on est passé à Et 0,0. après, on est passé à 0 et on n'avait plus que 0,5 de basal. À un moment donné, on avait 0,5 de basal plus 0 d'unité, enfin, Et insuline on a rapide. failli passer à 0 de lampe. Mm. Failli à 2 doigts. Et même ça, il arrivait à faire des hypoglycémies. Alors là, aujourd'hui, on est à 4 de basal et on est une unité, à peu près une unité par repas, toujours au bout de 8 mois, quoi. Mais ça a changé en sortant de l'hôpital. Ça a été terrible parce que du coup, euh, quand il a préparé sa petite fiche, là, quand on lui a parlé de retour à la maison, le premier mot qu'il a dit, c'était tristesse. Je lis ce que tu as écrit, parce que toute la vie était pareille sauf lui. Et ça, plus le fait de se sentir en hypoglycémie tout le temps, ça a été une période, le retour à la maison, vraiment très très dur. Et puis, il n'y avait plus le cocon de l'hôpital, il n'y avait plus toutes ces gentilles dames qui étaient autour de nous et qui ont été des anges gardiens pendant 10 jours. On était seuls face à nos calculs et on s'est dit à ce moment-là, tous, je crois, bah, c'est à vie, ça y est, c'est fini, c'est à vie, quoi. Et on est rentré dans cette phase du deuil qui est plus la tristesse que. Il n'y avait plus de déni là, on a bien compris que c'était fini, que ce serait tout le temps, mais il y avait beaucoup de tristesse et surtout, je pense que ça aidait pas parce qu'on était perdus par rapport à ce qui se passait à l'hôpital, c'était terrible quoi. C'était plus les mêmes doses, c'était plus la même manière d'agir. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et puis c'est vrai que normalement le fait d'utiliser les ratios en sinothérapie fonctionnelle, bah, ça permet justement de se dire que quelle que soit la quantité de glucides, bah, du coup on sait gérer. Mais c'est vrai que là, il y a eu tellement de paramètres qui changeaient, aussi l'activité physique et cetera et peut-être d'autres choses qu'on maîtrise pas forcément. En fait, on n'a pas de variable d'ajustement, du coup. Si tu veux, quand tu as une unité ou une unité et demie par repas, si derrière il fait beaucoup de sport, bah, tu retires l'insuline, t'as pas d'autre choix en fait. Tu peux pas, quand tu as 7 ou 8 unités, tu peux dire bah, je tombe à 6 ou je tombe à 5. Mais là, on est obligé de passer d'un extrême à l'autre. On a beaucoup de mal à équilibrer. Enfin, nous, on dit ça après, les médecins sont contents parce qu'il a une super hémoglobine glyquée pour le moment, donc on doit bien finir par y arriver. Mais nous, cette variable d'ajustement de l'insuline, elle est très dure en fait comme on n'en a pas quoi, on n'a pas de variable d'ajustement. C'est soit une, soit rien. Et que ce soit 40 ou 60 grammes de glucides. Et alors, pour le coup, s'il tombe en dessous de 40 de glucides, là, c'est vraiment, vraiment très dur à gérer, quoi. Et alors, imaginons que justement dans la variable d'ajustement, donc si c'est soit 1 soit 0, imaginons que ça soit 0, un repas avec 40 grammes de glucides, ça donne quoi en général? Ça monte jusqu'à où les hyper par exemple? Alors au départ, ça montait Jusqu'à 250 et ça redescendait tout seul. Et là, maintenant, les hyper, par exemple, de la nuit, elles montent jusqu'à 400 et quelques. Donc là, on est face à de vrais hyper maintenant. Ça y est, on a des vrais hyper, mais malheureusement, autant on met une unité d'insuline, enfin 0,5 de plus, et c'est plus des hyper, mais c'est 4 hypos dans la nuit, quoi. Et alors Donc justement, c'est top. ouais, c'est très, enfin, c'est très, déstabilisant et puis en effet, c'est impossible de savoir du coup quoi faire et est-ce que c'est en lien avec le fait que, bah, vous m'aviez parlé d'un diagnostic du coup pas forcément de diabète de type 1 mais peut-être de diabète lent? Où est-ce que ça en est à ce niveau-là? Alors, ça y est, on a eu tous nos résultats. Donc, il a bien un diabète, il a bien une prédisposition. Ah, tiens, il a bien une prédisposition génétique. Ils ont testé 2 gènes et 4 allèles, et il y a 3 allèles positifs, enfin prédisposants au diabète de type 1. Et là, on vient d'avoir le retour la première série d'anticorps était revenue négative, et là, ça y est, il a bien des anticorps. Donc, on est bien sur un diabète de type 1. Pas le diabète LADA, qui est le diabète lent défini par la science, qui est un diabète qui se déclare à l'âge adulte, mais par contre, qui pourrait être une forme de diabète de type lent autre, où en fait, il va avoir besoin jusqu'à l'adolescence de très très peu d'insuline, vu les mesures diététiques mises en place, le sport et sa sensibilité à l'insuline. Il est possible que ce soit
simplement ça, quoi. Quelqu'un qui réagit un peu de manière particulière. On l'a pris très tôt. C'est vrai qu'il a un mode de vie quand même très sain. Et ça, que ça a été mis en place tout de suite, aurait peut-être préservé un peu les dernières cellules qui restaient. Et ça nous donnerait un laps de temps un peu plus long sans avoir des... Mais on est incapable de savoir combien de temps, quoi. D'accord. Voilà. Mais par contre, ça y est, on sait que c'est bien un vrai diabète de type 1, insulinodépendant. Il n'y a plus de doute sur le diagnostic du tout. Ok. Bon, au moins c'est quand même le maximum d'éléments de certitude qu'on peut avoir, c'est quand même déjà, ça aide quoi. Et du coup, par rapport à ce diagnostic, mais en même temps, le fait que dans les faits, ça soit très très difficile d'ajuster les doses, par rapport à ça, qu'est-ce que vous disent le ou les diabétos pour l'instant? Qu'est-ce qu'ils vous conseillent, en tout cas, en termes de dose d'insuline déjà Alors, alors, je vais le dire sans, comment dire, je vais le dire simplement, ils nous disent bravo parce que c'est difficile de gérer. Alors en même temps, c'est une chance parce qu'il n'y a pas beaucoup d'insuline, c'est vrai. Et en même temps, c'est vrai que du coup, les variables d'ajustement, il faut aller les trouver ailleurs. Donc, et puis, il faut avoir sacrément de patience et de courage parce que c'est très décourageant en fait. C'est d'une heure à l'autre. Il n'y a pas une heure qui se passe comme celle d'avant, quoi. On parle même pas de période de 2-3 jours. Si, par exemple, il peut y avoir 2-3 jours d'hyper la nuit, mais là encore, une nuit, on va corriger, ça va descendre. Une nuit, on va corriger, ça va pas descendre. Enfin voilà, c'est chaque jour en fait est une nouvelle journée. Donc les diabétos, ils nous disent plus rien. Ils nous disent, bah, vous gérez. Il a une bonne hémoglobine glyquée. Il a l'air équilibré, pas trop angoissé non plus parce que c'est quand même toujours un équilibre difficile à trouver. Il a l'air de vivre plutôt correctement et d'être plutôt heureux. mais c'est non, ils nous disent plus rien là. Ils nous disent à chaque fois qu'on y va, on repart avec notre ratio comme au départ. Mais comme il est valable 2 heures, et puis c'est 1 ou 1,5 ou 0,5, ou voilà. Donc on fait un peu. Ce que je trouve hyper intéressant, moi, c'est la manière dont Raphaël gère ça. Et en fait, c'est comme si c'était devenu intuitif pour lui. C'est-à-dire que maintenant, il sait à peu près combien s'injecter, quoi. Et d'ailleurs, autant il y a des fois où moi j'interviens, ou son papa intervient en disant tu es sûr qu'il faudrait pas faire un peu plus ou un peu moins, et en général les fois où il lâche et il nous suit, on s'est trompé, quoi. Alors justement, Raphaël, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que ça te fait, hein, le fait que ça soit si difficile d'anticiper? Et puis comment tu te débrouilles finalement pour que ça marche finalement assez bien? Déjà, il y a les tests. Et donc on voit, on fait, et puis on voit, et si ça marche pas, on ajuste. Et aussi, il y a la confiance. Il faut avoir confiance. Par exemple, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en soi. Et il faut se dire, tu peux pas faire 15 parce que évidemment qu'après tu vas être en hypo, mais tu peux pas faire 0,5. En ce moment, on est plus à 1,5 pour corriger avec les grosses hyper qu'on a que 0,5 maintenant. Donc tu peux pas faire 0,5 parce que sinon ça va rien faire. Donc il faut savoir trouver le juste milieu, et voilà. Et il a réaccepté de se corriger la nuit parce que pendant un moment, il voulait plus. On est toujours au stylo, nous. Vas-y, ouais. Du coup, on est toujours au stylo parce que pour l'instant, la pompe, je veux pas. Et du coup, comme on est encore au stylo, on n'a pas les 0,6, 0,7, 0,8. Et on peut corriger la nuit surtout. Et on peut corriger la nuit. Et avant, je voulais plus me piquer la nuit. Mais comme je veux pas passer à la pompe, c'est un vrai problème du coup, parce que si je veux pas me piquer, ça veut dire qu'on corrige pas. Donc voilà. Donc il vient de changer d'avis. Voilà. Là, on a rechangé d'avis. Parce qu'après, je me rendais compte que j'étais mal. Je déteste les hyper.
je déteste les hypers. Attends. Voilà. Et je déteste les hypers, je déteste être en hyper parce que du coup je suis fatiguée, j'ai soif, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et puis surtout, j'ai un gros coup de mou, je suis fatiguée. Et voilà. Mais par contre, du coup, du côté parent, ça nécessite qu'à 1h ou minuit ou 1h, on soit toujours debout. Déjà pour aller le scanner, puisqu'il est encore au freestyle. Voilà. Et puis pour le convaincre de se piquer si on est trop haut. Et en fait, même si en soi il est d'accord, à 1h du matin, il est rarement d'accord en fait. Et alors, Donc, pourquoi justement, pourquoi c'est pas pareil pour toi, Raphaël, de te piquer la nuit ou de te piquer le jour? Disons que le jour, je ne dors pas, donc je suis éveillée et alors que la nuit, par exemple, je dors et j'ai envie de dormir parce qu'en général, moi, je rêve beaucoup. Donc, et d'ailleurs, pas tout le temps la nuit, ça pose problème à l'école. Bon, ça sera un secret. Du coup, je rêve la nuit et parce que si on me réveille pendant que je rêve, ça arrive presque à toutes les personnes. Quand on fait un rêve et qu'on est interrompu, après on ne peut plus le retrouver et continuer. Ah oui. Et donc je veux rester endormie pour continuer à rêver. D'accord. Bon, mais finalement, tu préfères te dire que parfois tu vas quand même interrompre un rêve, mais que tu devras pas avoir une pompe à insuline. Du coup, tu t'es dit, bon, je fais une concession, alors c'est ça? Bon. Et t'es content de comment ça se passe finalement? Oui. alors, sachant que vu que même le capteur ne suit pas, Donc le freestyle, c'est horrible. Le freestyle, c'est terrible. On a des écarts de... Là, en ce moment, c'est 30, entre 100 et 30. Entre 100 et 30 en moyenne sur chaque scan. Sur chaque scan. Et, voilà. Donc, en fait, on nous a prescrit le Dexcom. Donc, on est réhospitalisé pour changer parce que c'est tellement... c'est dur pas que pour nous, c'est même dur pour la technologie. Donc, on va passer au Dexcom. Et en fait, suite à ça, la pompe commence à être envisagée. Mais ce serait une hospitalisation à Pâques, donc ça va lui laisser le temps à lui de réfléchir. Il veut pas de tubulure, mais d'ici là, il y aura peut-être des pompes un peu plus performantes sans tubulure qui seront sorties. L'Omnipod Dash, c'est celui que je veux, mais je voudrais un plus petit, sauf que c'est pas possible. Voilà, ça, cette idée d'avoir autre chose sur la peau, pour le moment, c'est dur pour lui. Mais c'est vrai que déjà, le Dexcom, ça va nous éviter de nous lever la nuit pour le scanner, déjà, ce qui est bien, parce que comme le freestyle a une mémoire limitée, si on le scanne pas la nuit, on n'a pas ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc, ne serait-ce que pour les données pour le diabétologue, il faut qu'on se lève. C'est pas juste obsessionnel de notre part. Sinon, on a un gros trou pendant la nuit. Et puis, être sûr qu'il n'est pas à 4 grammes. Donc, et c'est vrai que j'avoue que petit à petit, on commence à se dire, si la nuit, on a juste à appuyer sur un téléphone pour envoyer un peu d'insuline, ce sera peut-être pas mal. L'entrée en 6e, si on n'est pas obligé de se piquer toutes les 2 minutes, ce sera pas mal aussi. Voilà, il est quand même en train de cheminer, je crois, et nous, moi, je veux pas pousser, mais j'ai quand même mon mot à dire parce qu'on est quand même beaucoup partie prenante de toute la gestion et de la charge mentale. Et moi, j'avoue que s'il pouvait être sous pompe, ça nous faciliterait quand même beaucoup la vie. Même si en étant sous pompe, on peut devenir pancréas artificiel de son enfant, puisqu'on peut régler par heure, par 2 heures, voilà. Donc il faut arriver du côté parental à s'alléger un peu et à être un peu fataliste en se disant qu'on peut pas on peut pas avoir une glycémie parfaite et on peut pas être tout le temps dessus, c'est pas possible. Je crois que ça, c'est un des dangers quand même quand on passe à la pompe pour les parents, c'est d'être hyper interventionniste. Mais voilà, un juste milieu à trouver dans tout ça et peut-être d'ici pas qu'on aura cheminé et on risque peut-être de passer à la pompe, parce que ça risque d'être quand même plus simple, ne serait-ce que pour l'école après, pas pour le collège, puisqu'il va rentrer au collège. Voilà. Oui. Et toi, Raphaël, pour l'instant, t'en penses quoi quand tu penses à la pompe? Qu'est-ce que tu te dis? Je me dis qu'il y aura un tube, ou alors que ça va être un gros boîtier.
Et je me dis que il faut le changer tous les 3 jours au lieu de tous les 15 jours ou 10 jours. Donc c'est un peu dur à accepter qu'on va me planter un truc dans la peau tous les 3 jours ou tous les 10 jours ou tous les 7 jours, pardon. Et ça, c'est dur à accepter qu'on plante tout le temps. Et ça, c'est dur à se dire. Et du coup, pour l'instant, moi, non, je ne veux pas la pompe. D'accord. Et par rapport au sport, est-ce que, comme toi, tu fais beaucoup de sport, c'est vrai que la question parfois se pose aussi par rapport à la pompe. Est-ce que ça, vous avez pu en parler avec les médecins? Est-ce qu'ils vous ont plutôt rassuré, conseillé, déconseillé? Voilà, qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport à ça? Ils nous ont dit, je sais pas maman, mais ils nous ont dit de faire moins d'insuline, par exemple. Pour le moment, je crois que personne le pousse à la pompe. Ils essaient de lui apprendre d'abord à gérer son sport comme ça. Ce qu'il faisait très bien jusque-là, ce qui commence à faire un peu moins bien, c'est-à-dire qu'en fait, on lui avait pris une petite boisson avec des électrolytes et un peu de glucides. Et par exemple, pour le tennis, c'était intéressant parce que le tennis, c'est assez violent. Donc, ça permettait de maintenir une glycémie qui était correcte, mais ça a nécessité qu'il se scanne toutes les 15 minutes, qu'il regarde où il en était, qu'il boive 1 ou 2 gorgées. Et je crois qu'en fait, il en a eu marre, surtout à l'école, d'être différent comme ça. Ça, c'est aussi autant il a un diabète qui est très bien accepté, il a vraiment décidé d'accepter, il en parlera, je crois qu'il s'était mis ça dans ses petites notes. Autant à l'école, quand même, on sent que, par exemple, sur le stade, quand il part, moi, je vois, hein, parce que j'ai les scans sur mon téléphone, pendant 2 heures de sport, il n'y a pas de scan. Et il sort avec une glycémie à 4 grammes parce que il a bu tout son sucre pour être sûr de ne pas avoir à s'arrêter, quoi. Donc, il y a des petits réajustements. Et il faut réapprendre. Il a beaucoup parlé des phases du deuil là, quand il a préparé le podcast. Lui, il dit que le déni est fini. C'est pas sûr que ce soit complètement fini partout. C'est-à-dire que je pense qu'à l'école, en même temps, à l'école, ça lui fait plaisir de montrer. Et puis, les copains ont été super. Tu parleras peut-être tout à l'heure de ton entrée à l'école. Ouais. Ça a été un moment décisif dans l'acceptation de cette maladie, son entrée à l'école. Mais c'est sûr que s'arrêter tous les quarts d'heure quand on est en train de courir sur un stade, ça fait plaisir à personne. Donc, il préfère boire sa gourde et on peut pas lui en vouloir. Enfin, je veux dire, il est tellement à côté de ça, la charge est tellement énorme et que c'est difficile de lui en vouloir. À 9 ans, il a envie de courir et puis c'est tout, quoi. Voilà. Ouais. Du coup, toi, c'est aussi ça que tu te dis, Raphaël, quand tu prends toutes tes boissons pour te resucrer, etc. Tu te dis bon, tant pis pour maintenant. Je veux faire du sport, je veux courir, quoi. C'est ça que tu te dis, toi? J'ai pas envie d'être embêtée par une petite hypo comme ça qui va remonter 2 secondes après, mais qui m'oblige à m'arrêter. Ah oui. Oui, parce que tu me disais aussi la première fois qu'on a discuté ensemble que une de tes plus grandes peurs, ou peut-être au début, peut-être que c'est fini, mais tu me disais que c'était parfois la peur que est-ce que l'hypo va s'arrêter? Et ça, aujourd'hui, est-ce que ça t'inquiète toujours ou est-ce que Non. ça c'est fini? Non, je me souviens une seule hypo qui a pris vraiment beaucoup de temps à remonter. C'était au bout de 3 ou 4 sucrages avec collation et ça voulait pas remonter. J'étais à 50 et à la fin j'étais à 60 au dextro, donc j'étais vraiment en hypo. Et enfin, vraiment, on n'en sait rien parce que c'est pas sûr que. T'étais pas bien en tout cas. Voilà, j'étais pas bien du tout. Et au bout de 4 ou 5 resucrages, ça a fini à remonter à 80 ou 100, je me souviens plus exactement. Mais est-ce que ça te fait encore peur? Non, non plus du tout. Parce que c'est réarrivé à l'école, là, qu'il y en ait une qui ait mis 2 ou 3 resucrages. Et en fait, il a, tu vois, là, par exemple, un autre exemple, en fait, il l'a dit à personne. Il s'est resucré, du coup, il était perdu. Du coup, comme il était un peu perdu, il s'est fait reprendre par la maîtresse et il a même pas pu dire je voudrais descendre à l'infirmerie. Il a pas pu. Donc lui, il s'est resucré et il a appelé personne. Donc alors, est-ce que c'est sûr qu'on vise l'autonomie et en même temps, il y a aussi ce truc de dire je me resucre tranquille, je dis à personne, de toute façon, je suis perdue et
je veux pas que ça se voit, quoi. J'ai l'impression qu'à l'école, il y a un peu de ça, quand même. Ok, oui. Oui, c'est ce que tu disais par rapport au fait que est-ce qu'il y avait encore un petit peu de déni ou pas. Du coup, parfois, ouais, Moi, ouais. je trouve qu'il a pas la même attitude, effectivement, ouais, à l'école et à la maison, c'est sûr. Et alors, justement, tu m'avais aussi raconté ton retour à l'école la première fois qu'on avait discuté ensemble, mais tu avais plein de choses intéressantes à raconter. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, moi je veux bien. Je me souviens au tout début, quand on est arrivé sur le parking de l'école, l'alarme venait de retentir, l'alarme glucose bas. Et à ce moment-là, j'avais pris 2 resucrages. Non, en fait, la vérité, t'as pas Non, voulu. mais si. Ah oui, oui, si, j'ai. oui, t'as pas voulu. En fait, j'ai fait une hypo et en même temps, je voulais pas aller à l'école. Donc là, il y avait double cause. Et il y avait l'ophtalmo, c'est une amie de maman, l'ophtalmo. Voilà, je C'est précise. une amie qui est ophtalmo, mais c'est Voilà. une amie. Et elle m'a dit allez, courage, tu vas le faire. Et après, il y a Martine, mon infirmière mobile, qui est venue m'accompagner pour expliquer aux copains et à la maîtresse ce que c'était le diabète. Et à ce moment-là. Donc, il a fini par sortir de la voiture et à se rendre dans l'école et à se resucrer. Parce que, voilà, je coupe. Je ne voulais pas. Au début, il voulait pas sortir, il voulait pas se resucrer. Donc, on était bloqués sur le parking et on n'avait plus de solution. Donc, merci à mon ami d'avoir passé presque 20 minutes à le convaincre de se resucrer, parce que sinon, on finissait à l'hôpital. Et voilà. Et après, il rentre dans la classe, vas-y. Après, je rentre dans la classe et du coup, il y a papa, maman et mon infirmière mobile, Martine, qui arrivent dans la classe. Et là, je commence à raconter ce que c'est le capteur, la glycémie, les symptômes d'hypoglycémie, les hyperglycémies, les hypoglycémies. Enfin bref, toutes les bases du diabète, en gros. Et puis là, d'un coup, je vois la maîtresse qui se met à pleurer, maman qui est émue. Les copains, ils étaient comme ça. Alors là, on verra pas ton expression, mais ils ouvraient grand les yeux et grand la bouche, quoi. Ils étaient bouche bée. Ils étaient bouche Ils bée. étaient complètement bouche bée. Puis il y en a, ils ont posé 15 000 questions à la minute. C'était incroyable. Il y avait toute la classe qui levait la main pour poser des questions. Et c'était drôle parce que il y avait. Je me souviens de mon pire ennemi. Maintenant, il est en cycle 3, il a changé de classe. Et mon pire ennemi. Ouais, c'était mon pire ennemi. Et quand j'ai dit qui voudrait bien m'accompagner à la cantine pour manger, et ben ça a été un des premiers à lever la main. Et à partir de là, ça a été, je dirais pas mon ami, mais ça a été, j'ai compris qu'au fond, il n'était pas méchant, qu'il était sympa, voilà. Mais c'est pas devenu mon ami. Ça a créé même des jolies choses, c'est-à-dire que même cette petite résistance où il y avait, comme il avait sauté une classe, il s'était fait copain quasiment avec tout le monde, mais il y en avait encore un ou deux avec qui c'était un peu difficile. Et le diabète a rapproché Raphaël de ces enfants-là. Alors, ils sont effectivement pas devenus meilleurs amis, mais des petites attentions. Est-ce que ça va t'es tout pâle, est-ce que tu as besoin de quelque chose ce petit garçon avec qui c'était pas la grande folie, ça a détendu les liens, quoi. Alors que qui aurait cru, en fait, voilà. Et est-ce qu'il t'a dit pourquoi, justement, pourquoi finalement il avait décidé de faire un pas vers toi, de venir avec toi à la cantine, par exemple, ce jour-là? À mon avis, c'était pour manger avant. Peut-être. Et à mon avis, c'était aussi pour manger avec moi, pour savoir ce que c'était. Parce que je leur avais expliqué le passage à l'infirmerie, que j'allais me piquer, que j'allais contrôler ma glycémie. Et je pense qu'ils ont été touchés par ça. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Et il y a une question, la maîtresse à la fin t'a dit, Raphaël, est-ce que tu avais une peur avant d'entrer dans l'école, dans la classe? Et tu as répondu. Tu te souviens de ce que tu as dit? T'as dit quoi? J'avais peur que vous soyez. Ah oui, j'avais peur que vous soyez. Que vous vouliez plus jouer avec moi, ou un truc comme ça. Vous vouliez plus jouer avec moi parce que vous me croyez trop fragile, qu'ils se moquent de moi. Et au final, ça a été totalement l'inverse.
ils faisaient attention à moi, ils m'acceptaient dans tous leurs jeux et voilà. Mais c'est bien qu'il ait pu dire ça. Moi, j'ai trouvé génial qu'il ait pu dire à toute cette classe, bah, j'avais peur avant d'entrer ici parce que j'avais peur que ça change nos relations. Et voilà. Alors nous, on est arrivés à l'école avec une liste de grands sportifs qui avaient cette maladie pour essayer Le numéro 1 mondial de tennis. Le numéro 2 mondial de tennis. On avait parlé de footballeurs. C'est Alexander Zverev, le 2e mondial de tennis Ouais. diabétique. Oui, mais il a partagé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps un article où il explique que c'est pas facile, quoi. Que c'est encore plus difficile que pour les autres sportifs de haut niveau de plein de façons et que pour le coup, les autres sportifs sont pas toujours aussi sympas que tes copains d'école avec lui. Mais bon, comme quoi, ouais, c'est jamais impossible. Il est quand même numéro 2 mondial, quoi. Donc ça a développé... ouais. Oui, et puis ça, c'est vrai que c'est un autre sujet, mais je pense qu'aussi chez plein de personnes, ça développe peut-être plus de force que de faiblesse, au contraire. Ça a été mon cas d'ailleurs. Et je crois que ça a été vraiment à partir de cette rentrée à l'école. Moi, je le date de cette rentrée à l'école où il a décidé que ça y est, il acceptait, quoi. Qu'il acceptait, qu'il en ferait une force. Après, on a écouté pas mal de podcasts, notamment Justement sur la JD, notamment sur la JD. Vas-y, et il y en avait qui... Vas-y, raconte. Et il y en avait qui... je me souviens d'une seule personne, donc je me souviens plus son prénom, mais je me souviens d'une personne qui n'avait pas accepté le diabète, qui ne vivait toujours pas avec... à l'instant où elle parlait, elle ne l'avait toujours pas accepté. Et ça a été... elle l'a dit, c'est très dur, mais je ne veux pas l'accepter. Et les autres, par contre, ils les ont acceptés. La majorité des podcasts qu'on a écoutés, il y avait... ils les ont acceptés. Enfin, ils l'ont accepté. Et toi, t'as choisi quoi, du coup? L'acceptation. Est-ce que tu sais justement comment ça se fait que pour toi, tu sais, qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête pour te dire bon, bah ok, c'est bon, je l'accepte, c'est comme ça, parce que c'est pas forcément facile? Dans ma tête, je me suis dit tant qu'à faire, pourquoi pas l'accepter? Parce que la jeune fille qui avait parlé dans le podcast avait dit que c'était très compliqué. Et moi, je voulais pas... Bon, déjà que j'avais des problèmes de... j'avais des problèmes de concentration. J'avais pas... C'était pas tout simple, quoi. Et je voulais pas encore plus me compliquer la vie. Donc là, j'ai dit, c'est bon, stop, ça suffit, je vais l'accepter. Et voilà. D'accord. Oui, et du coup, tu savais aussi que tu avais peut-être plus à y gagner à l'accepter qu'à y perdre. En fait, c'est aussi tu as fait ton calcul et tu t'es dit, bon, mieux vaut que je l'accepte, quoi. Voilà. Et est-ce que tu veux bien raconter? Il a fait sa première communion. Et du coup, quelques jours avant, une semaine avant, maman avait invité un prêtre. Bon, il s'appelle l'abbé Pierre. Voilà. Ça fait quand même. Oui. Parce qu'en fait, du coup, sa préparation à la première communion, il n'avait pas pu la faire. Donc, tant qu'à faire, là, tout était prévu, il s'était engagé. Donc, on avait eu un bon feeling avec ce prêtre et il est venu. Il est venu, et dans la voiture, il est venu manger. Et dans la voiture, maman m'a dit tant qu'à faire, il y a un prêtre qui va venir manger. Donc, tant qu'à faire, pourquoi pas lui poser des questions? Par exemple, pourquoi moi? Enfin, pourquoi c'est tombé sur moi et pas sur quelqu'un d'autre? Et moi, j'ai répondu à maman, en fait, j'ai pas de questions à lui poser parce que on va finir par mourir. Tous. On finit tous par mourir. Donc, surtout, il faut vivre la vie comme elle est. Et par exemple, il nous a... maman m'a dit, justement, du coup... qu'est-ce que tu aimerais lui poser comme question? Et moi, je lui ai dit pourquoi... on meurt tous, pas forcément de ça, mais on finit tous par mourir. Donc, non, je n'ai pas de questions à lui poser parce que
on finit tous par mourir. Et en fait, il m'a dit de ça ou d'autres choses. Et surtout, on a tous notre croix. En fait, c'était pas notre croix. Il a dit on a tous quelque chose. On a tous un problème. Voilà. Peut-être pas le diabète, pas forcément. Mais par exemple, on peut être hyperactif, on peut être sourd, on peut être aveugle. On a tous des problèmes de santé. Personne n'est parfait. Il y a une chance sur 1000 qu'on soit parfait. Voilà. Oui, et puis parfois on peut aussi ne pas avoir de problème de santé, mais s'inquiéter de plein d'autres choses, ne pas être heureux pour plein d'autres raisons. Oui, je suis bien d'accord. Alors moi, je l'ai traduit par en fait, il était en train de me dire, bah non maman, parce qu'en fait chacun sa croix. Je suis pas plus malheureux qu'un. Moi, je l'ai entendu comme ça, quoi. Je suis pas plus malheureux qu'un autre. Chacun sa croix et bah moi c'est le diabète et pour quelqu'un d'autre ce sera autre chose et donc je sens pas plus. Cette fois-là, en gros, il disait, je sens pas plus d'injustice. Et c'est vrai qu'il parle pas beaucoup d'injustice. Il en a pas beaucoup parlé. Ça peut arriver pour des problèmes d'enfants avec des bonbons sur une table ou des gâteaux où là il dit ah c'est pas juste. Mais je trouve que globalement dans sa vie de tous les jours, l'injustice elle-même, elle est pas très présente. Et moi ça me rend heureuse pour lui qu'il le ressente pas comme ça. Et toi, est-ce que c'est des questions qui te traversaient, qui te traversent? Est-ce que toi, pour le coup, tu as eu peut-être envie, besoin de poser des questions à l'abbé Pierre, du coup? Non. Alors c'était à moi, non? C'était Oui, oui. Non. Ah, Alors moi, j'ai été élevée dans cette religion, mais je suis pas forcément croyante. Mais ouais, moi quand même, j'avoue que pour le moment, je digère. J'ai un peu de mal à, j'ai un peu plus de mal que Raphaël à digérer ça. Et puis parce que je pense qu'il y a toute une dimension de culpabilité, parce que je l'ai porté, parce que je l'ai nourri, parce que je l'ai soigné, parce que je lui ai donné des médicaments, parce que je l'ai fait vacciner, parce que alors sans dire que c'est les vaccins ou les médicaments, mais parce qu'en fait, comme on ne connaît pas la cause, elle peut être tellement partout. J'ai fumé, est-ce que c'est parce que j'ai fumé? Est-ce que c'est parce que j'ai pas mangé bio? Est-ce que c'est parce que... Enfin, je pourrais te donner des dizaines d'exemples comme ça qui réveillent à 3 heures du matin. Je l'ai porté, donc il y a beaucoup de culpabilité. Et puis parce que quand je vais réveiller mon fils à 2 heures du matin et que je lui fais des piqûres, que le premier dextro marche pas, que le deuxième dextro marche pas, que je suis obligée de repiquer derrière, que je le fais saigner, et ben je ferme la porte de la chambre et je pleure, c'est la vérité. Et je me dis bah pourquoi c'est lui, quoi. Voilà. Donc voilà, et puis parce que en fait comme je pense que ça c'est un peu tous les parents, on préférait que ce soit nous. Vraiment. Alors moi, il n'y a pas une journée où je me dis pas, s'il fallait prendre 10 fois la dose de piqûre, je la prendrais, mais qu'on lui enlève, quoi. Voilà. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que ça devra passer par cette phase d'acceptation aussi, de se dire que lui, il a décidé d'en faire une force et qu'il faut que je le suive là-dedans et que c'est peut-être ça notre solution, quoi. Voilà. D'en faire une force et même sans en faire une force, de vivre avec et de vivre bien à l'instant T, l'instant présent, malgré, voilà, on va pas devenir forcément second du tennis mondial, voilà, mais déjà de vivre bien avec et heureux. non, peut-être premier. Peut-être premier, oui, Margaret, t'as raison. Ben oui. Très belle réponse. Voilà, mais on n'est pas là-dedans, on le surpousse pas, tu vois, mais juste déjà d'arriver à, voilà, à se dire que bah, si on arrive à avoir une jolie vie et à faire tout ce qu'on a envie de faire au quotidien, c'est déjà génial, quoi. Voilà. Mais je trouve que pour moi, c'est peut-être plus long. Raphaël, c'est un enfant, il se souvient plus de sa vie d'avant, là, il dit déjà. Donc, je me souviens même pas, enfin, je me dis, mais comment j'ai pu mettre à table sans me piquer? Comment? Comment? Alors, moi, je m'en souviens. Moi, je m'en souviens. Et est-ce que par rapport à toutes ces émotions, toutes ces questions qui ont peut-être parfois des réponses, parfois pas de réponses, est-ce que tu trouves, tu vois, de l'aide, est-ce que il y a des choses qui t'aident un petit peu déjà à mener ce chemin-là et à t'apaiser un petit peu par rapport à ça?
Alors, moi, je trouve que toute la documentation qui nous est envoyée par l'Association des jeunes diabétiques est hyper importante pour moi, en fait. Euh, et je crois que pour le coup, c'est tombé un moment de ma vie où il faut que j'apprenne à accepter et à lâcher prise sur plein de choses. Et c'est cette maladie qui tombe à ce moment-là, elle m'incite à travailler là-dessus. Donc, on a un suivi avec une psychologue, tant Raphaël que moi. Et moi, ça me fait beaucoup de bien parce que ça me permet d'aller dire que, par exemple, je voudrais tout gérer, tout contrôler, tout connaître, parce que cette maladie, ça peut être non-stop. Non-stop, déjà dans la connaissance qu'on peut avoir de cette maladie, dans la connaissance de la diététique qu'on peut mettre en place, et surtout, il y avait un ennemi que j'ai pas vu, c'est les autres, en fait. Pas qu'ils soient méchants, nous on est tombés, je tiens à le dire, parce que peut-être qu'ils l'écouteront dans une super école, avec beaucoup de bienveillance. On n'a pas eu tous les problèmes que peuvent rencontrer certains parents il peut pas faire de sport, il a pas le droit d'aller à la cantine. Nous, ils ont été géniaux. Le jour où vous arrivez avec les yeux pleins de larmes, on vous offre un café. Enfin, on est tombé dans une école géniale. Il n'empêche que, Raphaël, il parle beaucoup. Déjà, c'est sa nature. Mais c'est sûr qu'avec la charge mentale qu'il a, lui, quand il est heureux, il est 10 fois plus heureux que les autres. Quand il est libéré de cette charge, il a 10 fois plus d'énergie et que comme en plus c'est pas sa mentalité d'arriver en disant je me suis réveillée 5 fois cette nuit, je veux pas aller à l'école, il y va et il arrive, il est 10 fois plus amoureux, 10 fois plus heureux, il a envie de 10 fois plus bouger, j'ai pas le droit de le dire mais voilà. Et ça c'est hyper dur parce qu'en fait les gens ne voient pas ce handicap là et vous avez beau t'as beau essayer d'expliquer que ça infuse toute notre vie, que ça infuse nos nuits, nos jours, les moments qu'il n'y a pas juste des hippos, des hyper et des piqûres, quoi. Qu'en fait, ça a changé toute notre vie, tout notre équilibre familial, tout- toute notre manière de voir la vie. On est devenu soignant, on est devenu diabétologue, nutritionniste. Voilà, il faut qu'on l'accompagne. Et moi, j'ai, parmi les choses qui m'aident, tu me posais la question, et en fait, j'ai décidé que j'allais dire ça pour mon fils et puis pour tous ceux dont les parents le disent pas, parce moi je l'ai eu à l'école quand même ça, on a eu des enfants diabétiques et en gros les parents étaient un peu moins là quoi. Alors déjà c'était des enfants diabétiques depuis plus longtemps que Raphaël. L'un l'était depuis qu'il avait 2 ans et il était en CM2, l'autre l'était depuis qu'il était en CE2 et il était en CM2, donc on est sur des périodes de temps qui sont quand même plus longues que 8 mois. Puis surtout en fait il y a énormément de parents qui ne disent jamais rien. La vérité, c'est que quand on lit les témoignages et quand on échange avec les parents, il y a des parents qui n'osent pas dire l'enfer que ça peut être au quotidien, cette maladie. Et en fait, tant pis, je vais passer pour la chieuse, mais je vais le dire pour lui et puis pour tous ceux qui peuvent pas le dire. Parce que c'est pas juste des parents qui étaient plus cool, c'est peut-être des parents qui n'avaient pas les mots, qui n'avaient pas le courage d'affronter. Et moi, je suis avocate de formation, donc j'ai cette chance, le mail, il sort tout seul, la répartie, elle sort toute seule. Alors, ça peut être fatigant, mais en fait, j'ai décidé que je le faisais pour lui parce qu'il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour lui. Je peux assurer l'intendance, l'insuline, les aiguilles, je peux assurer le stock, je peux faire des repas, je peux réfléchir à sa nourriture, je peux voir les meilleurs spécialistes et je peux porter sa voix. Et parmi tout ça, il y a un truc que je peux faire pour lui, mais qui bénéficiera aux autres, c'est le fait de porter cette voix-là, quoi. Cette voix de ce handicap invisible où on se prend une branlée parce qu'on était en train de discuter ou qu'on était dissipé. Oui, il est peut-être dissipé à certains autres moments, mais en fait, il est aussi beaucoup plus dissipé depuis qu'il a cette maladie parce qu'il monte, il descend, il est fatigué, il n'a pas dormi, il n'a pas. Et il ne s'agit pas de l'excuser, il s'agit de faire comprendre au monde qu'en fait, ça vous demande à tous 10 fois plus de courage qu'aux autres, quoi. Que déjà, parfois, juste de se lever le matin, ça demande 10 fois plus de courage qu'aux autres. Et ça, à 9 ans, il ne peut pas le dire. Et puis parce qu'il y a 30 enfants, et puis parce qu'il n'est pas le seul, et tant pis, il y aura toujours la petite Mathilde derrière
un peu chiante, mais je vais le faire. Après, il va rentrer en sixième, il y aura, je sais pas combien, 6 ou 7 professeurs, et j'irai faire le même militantisme sur une petite école comme la sienne, où il y a une classe par niveau, c'est déjà le 3e enfant qu'ils ont. Donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Et ça veut dire que donc, ben voilà. Mais c'est pas, on n'a que des gens de bonne volonté autour de nous. Enfin, moi, pour le coup, j'en veux à personne, hein. Il a des profs de tennis géniaux, au poney, ils sont géniaux, mais c'est une maladie qui est complètement inconnue et invisible. Et ça, quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais tout imaginé, mais pas ça, quoi. Donc, parmi les choses pour moi aller mieux, ben, il faut que j'arrive à accepter ça et à trouver ce juste milieu entre ben, me battre tout le temps ou me battre en trouvant le juste milieu. Voilà. Et à retrouver un équilibre dans tout ça parce que c'est pas facile en fait. Moi, je sais que j'ai mis longtemps à faire le deuil de ça, de me dire que je vais pouvoir expliquer à d'autres personnes qui vont pouvoir comprendre exactement ce que je vis. En fait, et ça, peut-être que du coup, pour ça, chacun, vous puissiez voir un psychologue. C'est le genre de choses pour lequel ça doit beaucoup aider. Mm. Énormément. Et je compte beaucoup moi là-dessus, sur ce deuil-là. Parce que Parce qu'effectivement, il faut que j'accepte que, en fait, c'est le centre de ma vie aujourd'hui, c'est vrai, mais que je peux pas imposer ça aux autres aussi. Il y a aussi ça, c'est que tu peux pas dire aux autres, allez au bout, j'aurais envie de leur envoyer. Chaque fois que je reçois une documentation, je voudrais l'envoyer à la maîtresse. Chaque fois que je lis quelque chose, je voudrais l'envoyer à toute la famille, à tous nos copains. Et je peux pas faire ça parce qu'ils ont leur vie, ils ont leurs propres soucis. Mais ça, c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est une partie très très difficile en fait, vraiment. Et il va falloir vivre avec ça. Et la psychologue aide. Je pense qu'il y a tout un travail, en tout cas du côté de la maman, sur la charge mentale que ça représente cette maladie. Et que ça va avec voilà, ça va dans ce package de la charge mentale en fait. Et c'est sur cette gestion de la charge mentale du diabète qu'il faut travailler de manière plus globale. Et moi, par exemple, les dossiers de la JD m'aident beaucoup parce que, tu vois, celui qu'on a reçu ce mois-ci, c'est décrit mot pour mot, en fait. Ils ont fait des études et on dit tous les problèmes que je rencontre, le rééquilibrage dans le couple, le rééquilibrage dans la famille, le rapport aux autres, le juste milieu à trouver, le rapport aux soignants aussi. Euh, et tout ça est décrit et tu te dis, ah oui, je suis pas toute seule, quoi. Donc je vais finir par y arriver. Je vais finir par être plus légère avec ça, par accepter. Et puis, il y a une énorme... quelque chose que le papa de Raphaël dit et qui fait beaucoup de bien, c'est aussi en fait faire confiance à Raphaël parce que lui, il va gérer plein de choses en fait. Il va grandir, tu vois, il aura plus le même système. Je te parle par exemple de l'entrée au collège qui m'angoisse beaucoup parce que je vais pas pouvoir être derrière les 7 ou 8 professeurs toute la journée. Ils vont finir par nous renvoyer. mais mais me dire que Raphaël va grandir et que lui le vit pas si mal en fait et il va finir par s'accommoder à tout ça et à trouver son propre mode de fonctionnement, ça m'aide beaucoup en fait. La confiance que je peux accorder dans mon enfant. Et ça, je trouve que c'est hyper important de leur faire confiance. Tu vois, hein, tu parlais des messages aux parents, ben ça, il faut vraiment essayer de leur faire confiance. Parce que il y a vraiment cette partie-là, elle permet à la mère de le vivre en fait. Tout simple, d'arriver à vivre avec. Parce que sinon, comme c'est pas notre maladie à nous, c'est intenable. La situation est intenable. Tu peux pas tout gérer, c'est pas possible. Et moi, la psy m'aide beaucoup sur ce. Elle me parle d'un 80-20. Elle me dit, bah, il y a 80% des choses que vous pouvez gérer, effectivement. Vous pouvez influer, vous pouvez parler, vous pouvez écrire pour votre fils, vous pouvez trouver la bonne nourriture, trouver le bon régime, l'inscrire à des activités sportives, trouver le bon diabétologue, passer votre vie à la pharmacie. Et puis il y a 20%, c'est pas vous. Et il faut que vous acceptiez cette part parce que vous pouvez pas agir sur ces 20%-là. C'est la vie qui est comme ça, c'est pas vous, c'est pas cette maladie, c'est la vie qui est comme ça. Et c'est notre base de travail. Et je pense que c'est hyper important pour une maman d'un enfant diabétique. En tout cas pour celles qui le vivent comme ça, parce que peut-être qu'il y en a qui le vivent plus facilement. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup investi ça, quoi.
Oui, je crois que ce que tu décris, je pense que pour les mamans d'enfants diabétiques, je pense que c'est en effet souvent comme ça que c'est vécu, que c'est ressenti et je pense que ça dépend aussi de l'âge parce qu'évidemment, bah, au plus Raphaël va grandir, au plus les 80 passeront à 70, puis 60, puis, ouais et ensuite le relais sera, en grande partie du coup chez toi, Raphaël. Et toi justement, alors je sais pas si tu as si tu envie d'en parler ou pas, tu pas obligé, mais est-ce que toi tu trouves que le fait aussi de voir un de parler avec un psychologue, ça t'aide? Sur quoi est-ce que ça t'aide à, je sais pas, à réfléchir, à ressentir certaines choses différemment? Ouais, sur quoi ça t'aide ces rendez-vous-là? Ça m'aide à en parler, ça, ça m'aide à, ça m'aide à en parler et voilà. C'est déjà bien. Ouais. Ça m'aide à, ça m'aide à me vider du sac que je veux pas dire à la maison. Pas non plus avec tes copains, c'est encore autre chose? Mais c'est encore autre chose. Ouais. Si tu pouvais pas en parler, du coup, tu te sentirais moins heureux, tu te sentirais, Je me sentirais plus lourd, je me sentirais, oui, je me sentirais moins libre. ouais. Ça fait du bien un petit peu de dire que quand même, on gère beaucoup de choses, que quand même c'est difficile et on n'a pas envie de se plaindre tout le temps, mais de temps en temps pouvoir le dire, ça ouais, ça fait du bien. Mm. Parce que par exemple, tu vois, depuis qu'il est rentré à l'école, donc ça fait 8 mois, il m'a dit une seule fois, maman, j'ai fait une interro et j'étais mal et j'ai pas pu, enfin, c'est pas une interro, ils appellent ça des évaluations en CM2, mais j'étais pas bien et non, c'était en CM1 d'ailleurs, c'était l'année dernière. J'étais pas bien et j'ai pas réussi à cause du diabète. Mais tu vois, depuis ça, et depuis il est passé en CM2 et des évals, il en a eu et il en a raté et il a plus jamais redit c'est à cause du diabète. Sauf que moi, j'aimerais bien quand même, Raph, que tu me dises, tiens, reprends ton papier, ce qu'il a décrit dans sa charge mentale. Parce qu'en fait, euh, ça, il arrive à le déposer nulle part, ni à la maison parce qu'il se plaint très peu. Je pense qu'il nous protège beaucoup. À l'école, il le fait pas. La maîtresse, il lui dit pas du tout. Et je pense qu'à la psy, j'imagine qu'il est capable de lui dire aussi. Et là, tout à l'heure, c'était la première fois qu'il décrivait ce que c'était cette charge mentale. Tu arriverais à nous le décrire là ou De quoi? ce que tu as dit sur ta charge mentale, ce que tu as écrit là. Ah oui. Il y a d'abord il y avait les efforts que là du coup on l'a dit. Après il y avait les problèmes de concentration. Les efforts sur la nourriture. Ouais, Les efforts sur la nourriture. Qu'est-ce que tu veux dire par effort sur la nourriture pour que tout le monde comprenne bien ce que toi tu veux dire? Les efforts sur la nourriture, ça veut dire les piqûres, Non, le comptage des glucides. Et ce que tu manges, surtout, Oui, tu as changé. j'ai changé mon alimentation. Donc il faut qu'il y ait la moitié des légumes, un quart de féculents et un quart de viande. Donc c'est difficile. Ouais. Difficile. C'est même plus que ça parce que on en reparlera après, mais on a même ça, c'est ce qu'on avait à la sortie de l'hôpital et ce à quoi on se tenait à la sortie de l'hôpital. Mais depuis, il a changé pas mal de choses. Donc les efforts sur la nourriture. Et après, tu disais quoi? Les piqûres. Oui, les piqûres. Les piqûres, les resucrages, les réveils nocturnes, les tagricots. C'était l'attention. Ah oui, l'attention tout le temps, sport, chez les copains et à l'école principalement. Et après, il avait dit problème de concentration, tu dis? Bon, problème de concentration tout le temps. Bon, pas que à cause du diabète, mais quand même la plupart. Pourquoi alors, parfois le fait d'être diabétique, ça change ta façon de te concentrer ou de te déconcentrer? De me concentrer, c'est quand j'ai une glycémie, par exemple à 120, je suis bien en glycémie, donc je suis bien normal. Et puis quand je suis en train de monter ou quand je suis en train de descendre, je suis pas bien. Quand je suis en hyper, je suis fatiguée, donc je suis pas bien. Et quand je suis en hypo, j'ai dit les signes la dernière fois qu'on a discuté. Je tremble, j'ai du mal à me concentrer. Et j'ai faim, voilà. Ouais, donc il y a plein de moments où en fait c'est plus difficile de te concentrer qu'avant, quoi. Ouais. Et puis les nuits où t'as pas dormi. Les nuits où j'ai pas dormi, la fatigue, oui.
Ouais. Et quand tu dis aussi que tu disais la tension tout le temps, tu dirais que tu penses tous les combien de temps à ton diabète, à tes glycémies, combien de fois par minute, par jour, par heure Bah, je dirais que je pense au diabète 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365 jours. Mais, mais j'arrive quand même à m'en libérer parce que bah, j'ai des parents et j'ai des gens pour m'aider. Et du coup, bah, on la coupe en. C'est comme si le diabète c'était une pizza. J'en donne une part à maman, une part à papa, une part à moi, une part au médecin. J'en donne un peu une part à tout le monde. Faut être généreux des fois. Bah, surtout là, oui, tu peux y aller. Ah, c'est génial comme métaphore. Excellent. On n'avait jamais vu celle-là. Ouais, donc ouais, tu te distribues un peu. Mais alors, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve aussi que en fait, c'est tout le temps, hein, il y a les moments les plus rares, c'est plutôt des moments de quelques secondes où on se rend compte après qu'en fait: «Ah bah tiens, là, j'y ai pas pensé», quand on fait du sport ou quand on lit ou quand on fait, voilà, des choses comme ça. Mais que par contre, c'est pas parce qu'on y pense tout le temps qu'on est tout le temps inquiet, c'est juste qu'on y pense. Je sais pas si toi, tu le sens comme ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Il y avait d'autres choses que tu avais mis dans ta charge mentale ou c'était, Si t'as dit, Si, très dur d'être très, parfait. très dur d'être parfait tout le temps. C'est dur d'être parfait tout le temps. Et on peut pas être parfait tout le temps, d'ailleurs. Personne n'est parfait tout le temps. Enfin, si, à part Dieu, mais voilà, c'est un petit détail. Mais en tout cas, personne en humain peut être parfait tout le temps. Donc, mais là, encore plus avec le diabète et la charge mentale. et du coup, tu as l'impression que parce que depuis qu'il y a le diabète, tu devrais plus être, parfait, tu penses plus à ça qu'avant? Non. Enfin, si, toujours un peu comme avant d'ailleurs, parce qu'avant, je me disais, allez, réussis tes évaluations, réussis à l'école, réussis. En fait, avant, je me disais, réussis partout. Enfin, je me disais, réussis partout, mais c'est pas possible. Donc, et là, maintenant, bah, je me dis, bah, ça y est, on peut. Enfin, encore plus maintenant, on peut pas être parfait partout. Encore plus maintenant. Voilà. OK, je comprends, c'est-à-dire que c'est, surtout que c'est plus difficile, il faut toujours autant, essayer d'y arriver et cetera, mais là, c'est encore plus difficile, donc c'est encore plus impossible alors? Ouais. Moi, je le ressens beaucoup comme ça, Raphaël, quand il était petit, il était toujours bon partout. Et je me disais toujours, ben, il faut lui rappeler qu'on l'aime même s'il n'est pas bon. Parce que, en fait, comme il avait des facilités, tout le monde disait toujours, oh là là, il lit plus vite il a appris à lire plus vite que les autres, ou il est meilleur en tennis, ou je me souviens même un jour, il avait fait un cours de natation, et le cours de natation, ben, il avait été bon aussi, et était bon partout. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait créé chez lui ce besoin d'être parfait tout le temps, en fait, socialement parfait, pas faire de peine, toujours être à la hauteur, etc. Et déjà à l'époque, je m'étais dit, bah c'est dangereux en fait, parce il pourra pas être parfait partout. Et là maintenant, il a quand même toujours un peu ça. Et c'est comme si on l'avait lesté de 15 kilos à chaque bras et 15 kilos à chaque jambe et 15 kilos au cou. Donc il a toujours ces mêmes exigences envers lui-même. Les autres ont toujours des exigences envers lui. À cheval, il faut qu'il soit bon. Au tennis, il faut qu'il soit bon. À l'école, il faut qu'il soit bon. Il faut qu'il se taise. Il faut qu'il soit concentré. Mais ça, il doit le faire avec 100 kilos de plus sur lui. Et je pense que c'est bien. Moi, je suis contente qu'il dise ça aujourd'hui. Et ça, c'est marrant parce qu'il ne l'avait pas dit. C'était écrit nulle part. Il ne l'avait pas du tout préparé, comme la part de pizza. Et c'est intéressant qu'ils se disent, bah non, je pourrais pas. Et puis parce que cette maladie, tous les 3 mois, on te note en fait. Tous les 3 mois, on te dit si tu as été sage ou pas sage. Parce que ton hémoglobine glyquée, si elle est au-dessus de... Moi, je te raconte un épisode à l'hôpital, la première fois qu'on a fait l'hémoglobine glyquée. On s'est assis à l'hôpital de jour avec que des gens adorables. Là non plus, ça relève pas de la critique, mais
Je pense que c'était de l'humour et nous, ça nous a pas fait rire. Elle revient avec le papier et je lui dis alors, qu'est-ce que ça a donné? Et elle me répond, si je dis rien, c'est que c'est bon. Et effectivement, il avait une hémoglobine glyquée à 6,2, donc il avait une super hémoglobine glyquée. Et ce que j'avais envie de dire à cette infirmière ce jour-là, et le jour où il n'a pas 6,2, tu vas nous faire quoi? Tu vas nous tirer l'oreille? Tu vas nous dire que c'est pas bien? Parce qu'en fait, nous, nuit et jour, on y est. Y a pas une semaine où il n'y a pas quelqu'un qui pleure chez nous par rapport à cette maladie. Donc le jour où l'hémoglobine glyquée elle sera moins bonne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous gronder? Et je lui en ai pas voulu à elle, mais en fait, je trouvais que ça schématisait vachement bien ça, en fait. Tous les 2 mois, alors nous, c'est pas tous les 3 mois, là, c'était tous les 2 mois, les premiers temps, ben, on te dit si tu as bien fait ou mal fait. Et quand t'es maman ou quand t'es un petit garçon comme les Raphaël, qui a à cœur quand même toujours que les choses soient bien faites, etc., ben, au bout d'un moment, il y a de quoi dégoupiller, quoi. Oui. De quoi devenir dingue et lâcher complètement, en fait. Dire, bah, vous savez quoi, voilà, laissez tomber. Et on n'en a pas parlé, mais dans les phases du deuil, il y a eu aussi une phase de colère, où il y a eu des refus de soins, où il a refusé de se soigner, il a fallu le piquer de force. Il y a aussi des moments où en fait, ces 100 kilos de plus sur lui, ils sont trop lourds, quoi. Trop lourds. Et ça, c'est inexplicable aux gens. Et je suis contente que lui dise, bah tant pis, je pourrais pas être parfait, et bah tant pis. Et je suis hyper heureuse aujourd'hui qu'il puisse le dire. Ouais, et ça, c'est un truc, je pense qu'on est beaucoup à ressentir, en effet, le jugement du diabéto, peu importe, des médecins par rapport parce que c'est un chiffre, alors c'est une note, etc. Et je pense aussi que ça fait partie du deuil dont tu parlais tout à l'heure, de se dire que on ne peut pas s'attendre à ce que les gens comprennent. Et je pense que malheureusement, on ne peut pas non plus s'attendre à ce que même les endocrinos sachent la difficulté que c'est d'être dans les clous. Je pense que vraiment, même des diabétos ne le comprennent pas non plus. Je pense qu'ils peuvent le supposer, ils peuvent se dire qu'on est de bonne foi, etc. Mais je pense que quand on le vit pas, vu de l'extérieur, on pense que c'est beaucoup plus des maths que ce que c'est dans la vraie vie, quoi. Et ça aussi, c'est difficile. C'est vrai que c'est hyper difficile parce que on se sent forcément jugé par eux, parce que sinon, qui d'autre quelque part? Et puis surtout que c'est rare qu'on n'ait pas de bonnes hémoglobines glyquées parce qu'on a décidé de rien faire et de ne pas prendre soin de nous. Et c'est vrai que c'est difficile de ne pas pouvoir être entendu dans un échec qui n'est pas dû au fait d'avoir levé le pied, mais qui est dû à des difficultés qu'on rencontre alors qu'on essaye, quoi. Là, du coup, Mathilde aussi, tu aurais évoqué le fait que par moment, il y a eu des moments où, Raphaël, tu voulais pas te piquer. Il y a eu le moment de l'entrée à l'école où tu voulais pas te resucrer, par exemple. C'est des phases qu'on peut tous traverser. Et comment tu penses à ça maintenant, après coup, ces moments où tu voulais pas forcément ni te resucrer, ni te piquer? Ah bah maintenant ça va beaucoup mieux. Maintenant, je fais une hypo, je me resucre, je vais manger, je me pique, c'est comme ça et on peut rien y faire. C'est comme ça et puis c'est tout. Et du coup, pourquoi parfois avant tu te disais pas ça, mais tu te disais plutôt, ben non, je veux pas? Bah parce que j'avais pas envie de manger, enfin de manger du sucre pour les resucrages et j'avais pas envie de me mettre une aiguille dans la peau pour un seul repas. Moi, je pense aussi que des fois, cette phase de colère, cette phase de ce deuil-là, quand il est dans la colère, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable. Tu me dis si je me trompe, mais du coup, ça lui permettait de me piquer moi, en fait. Si tu veux, il peut pas accuser le destin, il a bien compris que ça servait à rien. Il peut pas être en colère contre la maîtresse parce que il est pour rien. Il peut pas être en colère contre sa sœur. Et en fait, je pense que moi, vu la relation un peu fusionnelle qu'on peut avoir, moi, je pense qu'à ces moments-là, c'était aussi je suis en colère et c'est toi qui prends, quoi. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui prenne. Je sais pas, Raph, ce que t'en penses, mais parce que ça a souvent été quand même. Lève-toi, chérie, réponds. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Moi, je pense que c'était un peu dirigé contre
pas dirigé contre moi, mais que à ce moment-là, j'avais la tête du diabète qu'il comprenait bien qu'il y avait un enjeu, quoi. Voilà, qu'il y avait un enjeu entre nous, que s'il se piquait pas, ben, je me souviens d'une fois où il était très en colère contre moi et il a fait une piqûre d'insuline, il est parti à l'équitation sans manger. Donc, piqûre d'insuline et pas manger. J'avais fait 2 unités. Et il s'était fait 2 unités, ce qui chez nous Et énorme. moi, je fais la TS, là. C'est, voilà, bon, bref. Et donc, moi, j'ai fait... je lui ai dit, écoute, moi, je fais ma part. Je te mets dans ton sac de quoi manger, de quoi... ton traitement d'urgence s'il y a un problème. Mais je n'accepterai pas le chantage. Parce que le chantage était sur je sais plus quoi. Il était frustré d'autre chose. Et du coup, il a pris ça comme arme de négociation. Et il est parti à l'équitation avec une amie à moi en plus qui l'a emmené. Donc l'amie a accepté, la monitrice d'équitation a accepté, et moi, j'ai pris sur moi en me disant mon fils part avec 2 unités d'insuline dans le corps et 0 nourriture. Il est arrivé, c'était la cata évidemment, il a eu une grosse hypo, qu'ils ont mis un peu de temps à remonter, il a paralysé tout le groupe. Heureusement qu'il est dans un groupe super sympa et qu'ils sont tous hyper gentils parce qu'ils sont montés presque 1 heure plus tard. Au moins. Non, 30 minutes. 30 minutes plus tard, déjà c'est 30 minutes de perdu sur le cours d'équitation. Mais moi j'ai pas lâché et je pense que ces moments-là, je pense qu'il y en aura encore, Raph. Enfin, moi je pense que on peut pas dire que c'est fini. Je pense que de temps en temps c'est une sorte, ça devient une monnaie d'échange, quoi. Voilà, ça devient tu fais un peu le rôle du punching ball, tu fais un peu ça permet de faire pression, c'est-à-dire qu'à 9 ans la frustration on n'aime pas ça. Donc le diabète, c'est un moyen de faire pression sur le parent aussi. Et en fait, il a vite fallu lui expliquer que ça n'allait pas marcher. Mais c'était bien tenté. C'était bien tenté. Non, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu es d'accord avec ça ou pas? Oui. Ça, ce jour-là, c'était clairement je te fais chier, quoi. Voilà, je me pique, je mange pas. Et parce que tu m'as refusé telle demande ou... Ouais, oui, il y a ça et puis il y a, du coup, comme vous disiez tous les 2 aussi, les moments où, c'est du refus, là, c'est peut-être encore autre chose. C'est des moments où, peut-être que le sentiment d'injustice revient, le fait de se dire que, parce que bon, quelque part aussi dans le deuil, on n'avance pas toujours, tout droit, hein. Parfois on revient un petit peu en arrière et peut-être à un moment, des choses qu'on acceptait très bien, par moment on les accepte un peu moins bien et puis après on va encore de l'avant. Mais oui, il y a aussi, je pense, ces moments où on est... Enfin, oui, il y a de l'injustice, comme tu dis, il n'y a pas de coupable, mais du coup, comment on fait pour, voilà, pour vider son sac s'il n'y a pas de coupable? C'est vrai que c'est pas facile. Et du coup, on en revient aussi au fait que je pense que ouais, le psychologue, c'est quand même, Ouais, ça doit beaucoup aider là-dessus, quoi. Mm. Ah ouais, c'est clair. Et il y a aussi un sujet hyper important pour vous, dont vous avez parlé plusieurs fois, et je pense que c'est intéressant d'y revenir, c'est Martine. Alors, est-ce que vous voulez nous parler de Martine? Ouais, alors c'est un système qui a été mis en place par l'ARS, je crois, dans notre région. Il y a une équipe d'infirmières mobiles spécialisées en diabéto. Et nous, on est tombé sur Martine, donc, et c'est vraiment un ange qui est entré dans nos vies parce que c'est quelqu'un qu'on peut appeler à 3 heures du matin. Elle est imbattable sur le sujet. Elle est très investie, elle fait tous les congrès, elle est à toutes les réunions de la JD, elle suit des enfants de tous âges. Il y a aucune question n'est sans réponse avec Martine, aucune. Et tu vois, je te donne un exemple bête, mais un jour, j'ai la diabéto au téléphone qui me dit j'ai le retour des anticorps, il n'y a pas d'anticorps, mais c'est peut-être un diabète maudit, et elle me laisse là-dessus. Et moi, dans ma tête, maudit, c'était maudit, malédiction, quoi. Ouais. Et la diabéto, elle n'avait pas le temps, et évidemment que c'était pas son rôle de rentrer dans les détails, mais moi j'ai pu appeler Martine et lui dire en pleurs mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de diabète maudit, déjà qu'il n'aime pas le mot diabète, si je lui dis qu'en plus son diabète est maudit, il ne va jamais s'en remettre. Et elle me dit oulala, mais non madame Courtial, stop, c'est pas maudit, la malédiction, c'est un acronyme d'une expression anglaise, c'est MO2DY, et ce sont des diabètes qui sont pas plus graves, au contraire même pour certains, enfin vraiment.
Donc voilà l'exemple type de l'apport de Martine, mais c'est aussi le PAI, c'est aussi là on a rendez-vous à nouveau avec la maîtresse de Raphaël pour refaire un point avec Martine qui revient sur le temps du déjeuner pour réexpliquer à la maîtresse deux trois petites choses que la maîtresse a pas voudrait approfondir. Enfin, elle est magique quoi. Voilà, c'est vraiment moi je crois qu'il faut comprendre que les diabétos ils sont débordés, qui font ce pourquoi ils sont faits, mais c'est comme on va pas voir un ophtalmo, on parlait de ma copine ophtalmo, on va pas voir un ophtalmo pour parler de nos problèmes personnels. Ils sont là pour soigner, ils ont déjà ils refusent déjà plein de monde parce qu'ils sont débordés. Nous, à l'hôpital d'Aix, ils sont mais plus que débordés. Si en plus on y va avec toutes nos petites questions annexes, ça marche pas. Alors qu'en fait, il y a plein de ressources autour, dont Martine, mais pas que, la JD, les associations de parents, les podcasts qu'on peut écouter, voilà, tout ça, c'est... Non, mais c'est vrai, et je crois que c'est important de pas attendre du diabéto ce qu'on peut pas en attendre, en fait, et de faire la démarche d'aller chercher ailleurs, et quand on a la chance en plus qu'on nous ait donné, mis sur notre chemin une personne comme Martine, ben, on peut pas demander grand-chose de plus parce que elle est absolument géniale. Moi, je l'appelle avec mes inquiétudes, le vaccin du BCG, elle répond toujours. Si elle répond pas, elle rappelle dans l'heure. Enfin, c'est une ressource précieuse, quoi. Précieuse. Et quand Raphaël est rentré à l'hôpital, il y avait une petite fille qui est rentrée en même temps que lui, qui n'avait pas été diagnostiquée assez tôt et qui était dans un état lamentable. Elle la suit aussi et c'est un bébé. Donc elle est aussi capable de suivre les bébés, mais comme d'apprendre à compter les glucides à un enfant de 9 ans ou de suivre un adolescent qui a des problèmes avec l'alcool ou avec... Donc c'est magique, quoi. C'est vraiment magique. Et du coup, cette infirmière, finalement, comment est-ce que vous avez su que vous aviez la possibilité de faire appel à elle? Comment, si d'autres parents, du coup, aimeraient avoir ce type d'aide, par exemple, comment vous avez fait? Alors nous, en fait, ça nous a été... on nous l'a prescrite directement en sortie d'hôpital. Dire qu'elle travaille avec le CHU d'Aix et c'est comme ça, voilà. On n'a pas eu le choix. Enfin, voilà, moi, je me souviens, elle m'a appelé un dimanche, sortie d'hôpital un vendredi, je crois. Et elle m'a appelé le dimanche. Je me suis dit, mon Dieu, mais qui c'est Et, voilà, on n'a pas eu le choix. On n'est pas allé la chercher et ce sont les médecins qui prescrivent ce type de suivi. Ça lance un appel, peut-être une suggestion, parce que... ouais. Parce que ça marche vraiment bien. Et du coup, je pense que ça soulage beaucoup les diabétos, en fait. Elles l'aiment beaucoup, elles en disent beaucoup de bien, ça fonctionne très bien. Enfin, voilà. Et pour le coup, je crois que c'est vraiment sur notre région. C'est pas partout et c'était un peu pilote. J'ai l'impression que voilà, j'ai pas les détails exacts, mais je sais que c'est pas partout. Mais comme je te dis, l'insulinothérapie fonctionnelle, moi j'ai entendu un témoignage de parents qui ont attendu 1 an et demi ou 2 ans avant d'y avoir droit, quoi. Oui. Au stage de 10 jours. Nous, on a eu la chance, ça a été tout de suite, on nous a même pas posé la question. Moi, je savais même pas qu'il existait une autre manière de gérer le diabète, quoi. Tu vois. Et est-ce que ces autres parents dont tu parles, c'est des parents dont l'enfant a été hospitalisé du coup pas en CHU, mais plutôt par exemple en clinique ou autre, ou est-ce que Ouais, j'avais l'impression que c'était ça. Ouais. Oui, Moi, je j'ai pense que l'impression de ce ça... que j'ai entendu, ouais, que c'est des gens qui ont été hospitalisés ailleurs, en fait, et qui attendaient des places pour aller dans d'autres centres, quoi. Ouais, moi j'ai eu la même chose pour le coup quand moi mon diabète de type 1 s'est déclaré, et en fait au départ, pareil, il y avait de la place au CHU pendant le temps de la réanimation, et ensuite finalement il y avait plus de lit dans le service diabéto, et en fait, du coup heureusement que j'ai pu y revenir par la suite, et c'est comme ça que j'ai pu faire l'insulinothérapie fonctionnelle aussi tout de suite. Mais oui, je pense que ça dépend beaucoup des endroits, et c'est vrai que voilà, c'est peut-être aussi un autre message à faire passer aussi, que je pense qu'en tant que parent, on peut influer le cours des choses, essayer Ouais, se de battre. voir s'il y a des places dispo quelque part, même si c'est un peu loin, même si ça vaut le coup, quoi. Vraiment, je suis d'accord avec toi. De toute façon, je crois que c'est le maître mot, en fait. C'est vraiment une maladie dans laquelle il faut être proactif, quoi. Faut,
faut chercher, il faut fouiller, il faut se dépatouiller, il faut demander, il faut... Je pense vraiment. Nous, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient bien mises en place dans notre région, mais à défaut, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'il faut se bouger, quoi. En fait, il faut se bouger. Et il y a de quoi se bouger. En fait, c'est ça qui est... en même temps, c'est une grande chance. Et en même temps, c'est beaucoup de pression pour les parents. Mais il y a de quoi se bouger. Notamment sur la nourriture. Alors, moi, je refusais, la première fois qu'on s'est parlé, j'ai complètement refusé, tu te souviens, je refusais tout changement de nourriture. Alors, on nous a parlé de tout, du régime cétogène, le régime... moi, je connaissais le régime Kousmine, je connaissais le régime Seignalé. Et puis, en fait, je voulais pas entendre. Je me disais, c'est déjà trop dur. Cette partie nourriture, elle était très compliquée pour moi. Je faisais des légumes. On avait enlevé la brioche au Nutella du matin, voilà, mais c'est tout, quoi. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que comme j'avais pas de variable d'ajustement avec l'insuline, il allait falloir faire des variables sur autre chose. Et alors, on n'a pas ni adopté le régime signalé, ni arrêté les glucides, puisque lui, c'est pas possible, c'est un enfant, et ça, on nous a bien dit que c'était vraiment dangereux. Ouais. Tu vois, même sur les 40 grammes de glucides, euh, ils disent que c'est juste, c'est tout juste. Mais comme c'est des glucides de très bonne qualité, ils acceptent qu'il en ait que 40. Mais par exemple, on a arrêté nous toutes les pâtes, toutes les céréales nouvelles, donc il n'y a quasiment plus de blé, voilà. Mhm. On n'a pas arrêté complètement le gluten parce qu'il a 4 repas à la cantine de toute façon qu'il mange comme les autres pour pas être stigmatisé. Donc il y a 4 repas qui sont des repas de cantine lambda, hein, où c'est pas du tout équilibré, voilà. Mais tout le reste, Ouais. on est passé au sarrasin, on est passé aux pâtes de lentilles, énormément de crudités, beaucoup de vivants. On a arrêté de cuire nos aliments au-delà de 100 degrés, quasiment. Très peu de viande. On a remplacé par beaucoup d'oméga 3, donc notamment végétaux. Enfin, nous, à l'hôpital, on nous a dit de lui faire manger quand même des sardines, des choses comme ça, parce qu'il y avait aussi beaucoup de calcium, que c'était pas la peine d'aller chercher ce calcium-là forcément dans le lait, mais plutôt dans dans les arêtes des sardines. Mais tu vois, tu me lances, je pourrais en parler des heures maintenant parce que j'ai cherché fouillé de partout, et notamment la saturation de l'organisme en oméga 3 pour que l'intestin soit moins poreux, manger le plus vivant possible, des crudités, beaucoup de crudités. Ils ont jamais mangé autant de crudités l'un et l'autre. Je parle aussi de ma fille. Il y a quasiment plus de produits transformés. De temps en temps, il y a un bonbon parce que c'est un enfant et parce que il a un anniversaire ou un truc comme ça. Mais lui, de lui-même, c'est complètement régulé là-dessus et il le dit pas. Et je comprends pas comment il peut ne. Par exemple, avant, la cantine était meilleure qu'à la maison. Maintenant, il aime plus les repas de la cantine et il préfère manger à la maison. On est passé à des petits déjeuners salés, donc du pain des fleurs, de l'ail des ours. Voilà, alors on n'en est pas à ton stade et je sais que toi tu as beaucoup cheminé là-dessus et on n'en est pas là, mais déjà ça, il y a quelques mois, je me sentais pas de le faire et ça a déjà été, voilà, déjà d'aller lire le régime signalé, d'aller lire le régime, la méthode Kousmine, je connaissais depuis longtemps et elle est très intéressante cette méthode-là, enfin ce médecin est très intéressant. Le régime cétogène, on s'y est intéressé aussi, mais on nous alerte beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup d'enfants qui sont hospitalisés à la suite de mise en place de régime cétogène par les parents. Donc ça, la diabéto nous a clairement dit tout de suite, hein, quasiment tout de suite. Le deuxième rendez-vous, elle nous a dit ça, vous oubliez, parce qu'on a des catastrophes chez les enfants. Mais petit à petit, en gardant en tête qu'il a besoin de glucides pour grandir, mais que les glucides, ils peuvent être de 0 à 100 en termes de qualité et que il vaut mieux se rapprocher d'une qualité égale à 100 qu'égale à 0, ça c'est très bien. Euh, Ça nous a permis d'évacuer pas mal de gluten de notre alimentation, ce qui était aussi très bien parce que voilà. La viande, on en mange peu, mais de très bonne qualité. On a remplacé par beaucoup de pois chiches. Ma fille, notamment, s'est mise à manger beaucoup de houmous. Enfin, voilà, ça peut être sans fin et c'est que le début. Nous, ça fait que 8 mois qu'on a découvert le diabète et moi, j'ai vraiment décidé de commencer à changer les habitudes un peu de manière drastique à partir de cet été. Mais ça demande un investissement énorme, déjà financier, parce qu'en fait, ça demande ça double le budget. Faut pas se mentir, hein, d'aller chercher des produits vraiment de qualité.
Parce que si on mange cru et qu'on cherche les fibres, le concombre, il vaut mieux qu'il soit bio parce qu'on ne l'épluche pas et on a plus de fibres. Enfin voilà, donc ça, c'est un vrai investissement financier et c'est un vrai investissement en temps parce qu'il faut aller chercher comment rendre la crudité intéressante, comment gustativement ça va passer chez un enfant de 9 ans et demi, mais aussi chez sa sœur de 4 ans et demi. Voilà, comment on force un enfant à changer son alimentation sans le traumatiser. Enfin, ça, c'est des questions qui sont devenues fondamentales chez nous parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi le trouble alimentaire derrière. Tu peux pas te permettre que ça devienne trop dur, quoi. Donc le jour où il a envie d'un carreau de chocolat, par exemple, il n'y a plus de chocolat au lait, il n'y a plus que du chocolat noir à au moins 75% chez nous, mais il a droit à son morceau de chocolat s'il en a envie, et ma fille aussi, parce que sinon, au bout d'un moment, on parlait de la charge mentale, là aussi, tu peux pas tout couper, quoi. Oui, Donc, je pense qu'en effet, que comme tu dis, il y a plein de façons de faire les choses sans devoir ajouter de la frustration et au contraire, finalement, à la sortie, en prenant plus soin de soi. Globalement, ces informations, en tout cas, les plus, tu vois, celles qui te semblent les plus pertinentes, est-ce que tu as pu les trouver dans l'univers médical ou est-ce que c'est des choses que tu as dû trouver par toi-même ouais, non. L'univers médical, en gros, je pense que les nutritionnistes qu'on a à l'hôpital, qui sont arrivés le premier jour à l'hôpital, on leur a posé plein de questions, c'était un échange génial. Par exemple, sur le poisson, nous, on mangeait on mangeait très peu de poissons parce qu'on avait en tête qu'ils étaient bourrés de mercure. Et par exemple, il a pu nous sortir des études où on nous expliquait que le poisson, même avec du mercure, en fait, ce qu'apportait le poisson au niveau ce qu'on a, enfin de l'alchimie de tous les éléments qu'il y avait dans le poisson, on le retrouvait nulle part dans l'univers de l'alimentation. Et que donc c'était hyper important le poisson. Donc effectivement des poissons gras mais pas de bout de chaîne, enfin tout ce qu'on peut savoir. Qu'on pouvait remplacer ça par des huiles, mais que même des huiles de lin ou de colza qui sont très chargées en oméga 3, on n'arrivait pas à cette qualité d'oméga 3 qu'on pouvait trouver dans le poisson. Donc ça a été, on a pu pousser certaines questions avec les nutritionnistes, mais je pense que les nutritionnistes de l'hôpital, franchement, sincèrement, je pense qu'ils ont plus d'enfants à qui il faut dire arrêtez le Nutella et la brioche, arrêtez de manger des pâtes blanches avec du ketchup à tous les repas. Il a été clair, nous on est arrivés, déjà on avait un certain niveau d'éducation sur la nourriture et moi, je peux les appeler. Par exemple, tu vois, j'avais des questions sur des compléments alimentaires comme le psyllium ou des graines de chia ou des choses comme ça. Elle m'a dit, je vous rappelle, voilà, elle n'avait pas d'idée, c'était pas clair, quoi. Voilà, j'ai fait mon petit chemin toute seule et elle m'a dit, tentez, le jour où il a moins de fibres, il met un peu de psyllium, est-ce que ça va agir sur sa glycémie ou pas, tester. Mais ils sont pas allés jusqu'au bout. Moi, après, ce que j'ai fait, j'ai tous ces régimes dont on me parlait, parce que tout le monde a un avis. Quand tu dis que tu as un enfant diabétique, ou à mon avis, quand tu dis que tu es diabétique, tout le monde a un avis. Est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que tu as arrêté ça? Est-ce que tu as mangé ça? Voilà. Donc au début, je voulais pas écouter. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, allez, on va y aller et on va essayer de le faire de manière intelligente. Qu'est-ce qui revient le plus, quoi? Et en fait, ce qui revient dans toutes ces méthodes, c'est les oméga 3. En priorité, c'est charger l'organisme en oméga 3 un maximum parce qu'on en manque et que ça crée, alors d'après, je suis pas scientifique, mais d'après ce que j'ai compris, cette porosité de l'intestin, elle est due à ce déficit en oméga 3. Donc j'ai dit, bon allez, huile pour enfants, une cuillère le matin, une cuillère le soir, puis les huiles qu'ils ont dans la journée. Qu'on manque de magnésium, donc ils sont complémentés en magnésium. Qui manquent de calcium et qu'on leur dit souvent d'aller le chercher dans le lait, mais le lait c'est indigeste, c'est quand même des acides gras saturés, donc même s'il ne faut pas les supprimer complètement, parce que par exemple dans des fromages, il y a des éléments comme, je crois que c'est le phosphore, ou je sais plus ce qu'il y a dans le fromage qui est intéressant, enfin il y a des trucs intéressants dans chaque aliment, le problème c'est qu'on en mange trop, voilà. Et que donc, le lait, c'est peut-être pas la peine d'aller chercher le calcium dans le lait, on peut trouver le calcium ailleurs, donc on complémente autrement en calcium. Et puis après, ce qui revenait, c'était la surcuisson des aliments, qui était hyper mauvaise. Et ce qui revenait aussi beaucoup, c'était de manger le plus possible vivant. Et j'ai regroupé comme ça 3, 4, 5 régimes. Donc, là, je te dis les principaux, mais il y avait vraiment Kousmine qui, elle, est très... voilà, c'est pas très dur à suivre. Le régime signalé, qui est pour toutes les maladies auto-immunes inflammatoires,
qui a fait ses preuves, mais qui est hyper drastique. Le régime signalé, c'est carrément de la viande crue, du poisson cru, on cuit plus rien, enfin voilà. Et j'ai fait un espèce de mix en essayant de voir ce qui revenait à chaque fois. Et donc les oméga 3, manger le plus vivant possible, très peu cuire nos aliments, limiter la viande, limiter les acides gras saturés, mais ne pas les enlever, en tout cas chez les enfants, parce qu'il y a dans les acides gras saturés aussi des choses intéressantes, et on en revient, on a beaucoup dit, on arrête complètement, et finalement il s'avère qu'il y a des études qui viennent de sortir et qui disent que c'est pas forcément une très bonne idée. Et voilà, et essayer de le faire de manière intuitive, de se dire, bah, effectivement, des pâtes blanches, ben, c'est pas intéressant. Allez, on va remplacer par des pâtes de lentilles et on va rajouter de l'ail des ours et de le faire comme ça, petit à petit, et de tâtonner et d'enlever ce qui semble faire l'unanimité. Voilà. Parce qu'il y a aussi l'envie de ne pas faire de mal. Donc, tu vois, par exemple, là, voilà. C'est-à-dire qu'en tant que maman, tu te dis, ben, si c'était moi, je le tenterais avec très peu de glucides. Là, clairement, on nous alerte, on nous dit, attention, c'est un enfant, il a besoin de glucides pour grandir, pour réfléchir. Donc, 40 grammes, il ne faut pas qu'il fasse moins de 40 grammes, surtout qu'il fait beaucoup de sport et qu'il court toute la journée, quoi. Et qu'il est comme ça. Oui, et c'est vrai que c'est une des premières choses auxquelles je pense que c'est important de penser quand on veut faire des changements, c'est le fameux primum non nocere, en premier lieu, ne pas faire de choses qui vont nous nuire. Et comme tu dis, oui, se renseigner, mais pas forcément sur un seul régime, une seule source, varier ses sources, consulter des hypothèses différentes parce que chaque régime a son lot d'hypothèses, donc peut-être que certaines nous correspondent plus que d'autres, voilà. Les contraintes aussi de chacun, les envies de chacun parce que, si on fait un régime qui marche, super bien, qu'on a des super glycémies pendant 2 mois, mais qu'en fait, après on a un sentiment de frustration, que ça marche pas socialement, comme tu disais. Il y a l'école en l'occurrence, il y a les repas. Donc c'est vrai que c'est un long chemin, je pense, toujours avant de trouver son équilibre alimentaire, équilibre qui peut aussi varier au cours de la vie. Mais moi, je te rejoins complètement sur le fait que il faut essayer de pas être passif par rapport à ça et de se dire que on a la capacité en y passant du temps de s'éduquer en fait sur l'alimentation au sens large et que ça va nous permettre d'agir d'une façon qui justement qui nous fera pas de mal mais plutôt du bien. Et je crois que oui, que l'alimentation de toute façon c'est clairement au centre. Ça régit énormément de choses par rapport au diabète et je crois que on est aussi en capacité Et pas de que, s'éduquer. d'ailleurs. Ouais. Pas que, toutes les maladies auto-immunes en réalité. C'est ce dont je me suis aperçue au travers de mes recherches, c'est qu'en fait, l'alimentation qui est la nôtre aujourd'hui est à l'origine de beaucoup de pathologies. Et je t'avoue que ça, c'est pareil, c'est un peu vertigineux. Il faut aussi faire super gaffe à toute la désinformation qu'il peut y avoir autour de ça. Donc il faut vraiment aller sur des sources fiables, ne pas tomber dans les extrêmes parce qu'il y en a beaucoup. Tu vois, tout ça est très difficile, mais oui, aller chercher et aller doucement. Et puis, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que si j'arrive à le semer dans son esprit, et ben peut-être que quand il arrivera à ton âge, il aura trouvé sa solution à lui, tu vois, ou peut-être même avant. Mais déjà de semer ça, de lui dire aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'il y a dans ton assiette qui va faire. C'est pas ta piqûre d'insuline parce que nous, ce qu'on m'a dit à l'hôpital et qui m'a beaucoup marqué, c'est dire à un enfant diabétique, tu peux manger tous les sucres rapides que tu veux et on t'injectera l'insuline qu'il faut. C'est comme dire à un enfant qui est boulimique, bah vas-y mange, tu vomiras après. Oui, ça fonctionne c'est tout pas. aussi aberrant. Ouais. Voilà. Et en fait, très vite, tu comprends que, bah oui, si, en fait, la clé, elle est dans l'assiette. Donc, si je peux lui semer ça dans son esprit, il y aura peut-être à l'adolescence des McDo, des machins, des trucs. Mais là, aujourd'hui, le McDo, il le demande même plus, hein, en réalité. Pourtant, et on en mangeait et il aimait ça. Mais deux McDo depuis qu'il est diabétique, il a vécu l'enfer. Mais l'enfer toute la journée. Donc, c'est fini, il le demande plus, en réalité, tu vois. Donc, et il a super bien compris ça, en fait. Donc, peut-être qu'un jour, pareil, eh ben, il sera moins content et il aura moins envie de faire d'efforts. Mais c'est semé, c'est quelque part, quoi. Et puis je crois aussi que du coup ça sème la graine qui dit que
t'as le pouvoir, t'as la capacité de te renseigner, d'aller, tu vois, chercher des informations, peut-être un peu plus pointues que ce que d'autres personnes connaissent, d'aller lire des études, d'aller, ça tu peux le faire et ça peut te permettre après de faire de meilleurs choix pour ta santé et ça, je crois que d'une manière générale, c'est hyper important voilà, de s'en rendre compte, de pas se limiter dans ce qu'on est capable de comprendre, d'apprendre et de mettre en place, quoi. C'est ça. Mais je crois que, enfin, s'il y a des mamans qui écoutent, moi au départ, euh, j'étais paralysée par rapport à ça. En fait, au départ, c'est tellement dur qu'on se dit plus de nouveaux défis, quoi. Bah non, là, l'alimentation, allez, on va manger 4 légumes et puis voilà, on va s'en tenir là parce que c'est trop. Enfin, pour moi, vraiment, au départ, je crois que je voulais plus de nouveaux défis, quoi. Je voulais plus de nouvelles injonctions. J'avais envie de taper les pseudo-naturopathes des magasins bio parce qu'elles avaient toujours un truc à me dire il y avait une sorte de rejet de toute nouvelle contrainte parce qu'en fait, le monde nous tombe enfin, nous tombe sur la tête, quoi. Enfin, le ciel nous tombe sur la tête et tout est dur. Et je crois qu'il faut accepter que ce soit un chemin, en fait. Il faut accepter de ne pas être capable tout de suite. Il faut accepter qu'il y ait des choses qu'on fasse mal. Et je crois qu'en fait, c'est presque le plus dur d'accepter que le temps fasse son œuvre et qu'il nous aide. Parce que, voilà, sinon c'est insupportable, c'est trop de culpabilité. C'est déjà à la base de la culpabilité, mais on pourrait s'en rajouter tout le temps, en fait. Voilà, tout le temps, tout le temps, tout Et le se temps. sentir nul aussi de pas y arriver, alors que C'est ça. y a rien de plus facile que de pas y arriver. Enfin, c'est Bah, disons qu'on peut pas nous le reprocher, quoi. Enfin, voilà, que c'est comme ça et que, ouais. Et puis c'est très féminin, hein, ça, hein. Cette culpabilité et cette volonté. Parce que là, il y a son papa, je sais pas, je crois qu'il voulait dire 2 mots, je sais pas si tu auras 2 minutes pour l'écouter, mais cette part de culpabilité-là, il l'a pas et c'est très sain en fait, parce que lui, il voit le positif, il voit les avancées, il sait les souligner, et heureusement qu'il est là, parce que moi, des fois, je me dis, ah oui, c'est vrai quand même, c'est vrai, c'est bien ce qu'on fait. Et en fait, j'ai besoin de temps en temps que, ah oui, c'est vrai, c'est bien. Oui, c'est vrai, on a quand même vachement cheminé. Ah oui, c'est vrai quand même, il est sur les terrains de tennis et à cheval et il continue sa vie. Ah oui, c'est vrai, on a fait ça de bien. Sinon, si je suis toute seule, je peux me flageller pendant des heures à me dire que je suis pas à la hauteur et que. Voilà. c'est vrai qu'il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau continuellement et c'est vrai que c'est aussi très difficile de trouver le juste milieu entre ce qui est entre nos mains et ce sur quoi en effet il faut se remonter les manches parce que là C'est ça. on est en capacité d'agir et la petite part de ça de toute façon on n'y pourra jamais rien, il y aura toujours une petite part de voilà de qui va nous filer entre les doigts mais ouais c'est difficile de trouver le juste milieu. Ouais. Tu veux dire un truc, Raph? Alors, parce que donc il avait un petit message à passer à tous ceux voilà, qui apprenaient cette maladie. Bah, euh, pour tous ceux qui ont le diabète et qui écoutent ce podcast, euh, je voulais dire que il faut apprendre à vivre avec, qu'on l'a et on peut plus lutter, on peut plus rien faire. C'est trop tard, on l'a eu. Il faut apprendre à vivre avec. Et, euh, on a deux manières de le voir. Soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas. Ce qui est aussi une possibilité, mais qui est moins facile pour la vie à venir. Et moi, du coup, j'ai décidé de l'accepter. Et il faut savoir que oui, il y aura des épreuves. Oui, il y aura des murs, des obstacles à surmonter. Et oui, ça va pas être facile. Bien sûr que ça va pas être facile. Mais on a des gens avec qui en parler pour se vider l'esprit. Et, euh, et voilà. Et, et je pense que c'est tout. Et s'il y en a qui écoutent ce podcast et qui veulent pas l'accepter, je pense qu'il y aura une série, s'ils ont Netflix, il y aura une série qui s'appelle Mavericks. En fait, il y a une série de motocross et il y a une fille dedans qui
devient diabétique pendant la série, mais qui, par exemple, s'arrache le capteur en plein épisode, qui ne veut pas surveiller sa glycémie, voilà. Donc c'est une série à regarder si on ne l'accepte pas, même si on l'accepte, ça peut être une série. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Super Raphaël, merci beaucoup. Puis, bravo parce que je sais que ça vient beaucoup de toi, du coup, l'envie de partager, de venir sur le podcast. C'est encore un truc très chouette que tu fais. Et un truc courageux aussi. Merci. Mission accomplie. Mission accomplie. Et merci beaucoup. Avec plaisir, c'était vraiment chouette de vous avoir tous les deux. Je pense que ça aidera beaucoup de personnes, que ça fera sourire beaucoup de personnes. Merci beaucoup à tous les deux et bravo d'être venus témoigner. Merci beaucoup Claire. Merci beaucoup Claire. Si vous êtes encore là, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On a évoqué pas mal de sujets ensemble aujourd'hui et j'espère que chacun de vous en aura retiré quelque chose. Peut-être le fait qu'on ne peut pas demander aux autres de comprendre ce qu'on vit, que ce soit en tant que diabétique de type 1 ou en tant que parent. Peut-être aussi un réflexe qu'on est loin de tout savoir, qui est celui d'aller consulter un psychologue lorsqu'un événement aussi brutal et bouleversant se produit. Sans oublier l'importance de l'alimentation et le fait que ça soit pas aussi simple que manger tout ce qu'on veut, compter ses glucides, s'injecter de l'insuline et tout ira bien. Peut-être encore le fait qu'on aura beau essayer, on sera jamais parfait et nos glycémies non plus. Et d'ailleurs, on m'a déjà demandé qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire, cette histoire du diabète qui vous rend plus fort. Je crois qu'une partie de la réponse se situe exactement ici. Être exigeant avec soi-même, faire de son mieux, mais ne pas avoir trop d'attentes et en particulier ne pas s'attendre à ce qu'on soit parfait et à ce que les résultats soient parfaits. Alors je ne dis pas que c'est facile, mais je crois que c'est une forme de sagesse que le diabète nous force à apprendre petit à petit au fil du temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Gotta get to a place where we all can